Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, avec des gens extraordinaires, Vivien Féasson. Vivien, bonjour. Yay! Nous sommes également avec Vincent le lave-chef. Vincent, salut. Ça va? Ça va très 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 bien. J'ai la pêche, la C'est vrai qu'on patate. te demande jamais. Mais oui, en fait. non, mais je suis le grand oublié. Natacha est avec nous. Salut Valentin T. Salut! Et aujourd'hui, avec cette team incroyable, nous allons évoquer un sujet qui traverse le monde du jeu de rôle, de l'édition du jeu de rôle, mais aussi le monde de la linguistique. Il s'agit bien entendu de la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire traduire un jeu? Qu'est-ce que la traduction aujourd'hui? Comment la traduction s'effectue-t-elle dans le monde du jeu de rôle? Vivien, c'est toi qui nous apporte ce sujet de podcast extrêmement vaste, je pense. La traduction, c'est un petit peu comme ces sujets de philo qui commencent par un concept, genre la liberté. On ne sait pas du tout où on va aller. J'ai eu l'imitation, moi, une fois en Oh la sujet. vache. Ouais, c'est dur. Ouais, Bon, ok. j'ai bien aimé aussi. Ok, Natacha, tu peux commencer. Alors, la traduction, Vivien, de quoi tu voulais nous parler à travers ce podcast? On rappelle que Vivien, tu es traducteur toi-même de Tolkien. Ouais, c'est vrai. Tu es de Tolkien? Non. Mais non, Mais de... pas de Tolkien. J'aimerais bien être traducteur de Attends, Tolkien. qui est mais, traducteur de Tolkien à la cellule? personne. C'était Hélène Rio. Ah oui, bah oui, Je d'accord, vous oui, confonds. non, mais Donc toi, tu es c'est traducteur gentil, de... mais moi, je suis traducteur de Warhammer 40 000. T'as pas... Mais attends, il n'y a pas une œuvre... J'ai traduit du Lord Dunsany, mais tu vois, ouais. vu la tête que tu fais, c'était pas à ça que tu pensais. Non, mais pas du tout. C'est hallucinant, J'ai traduit l'Appel de Cthulhu. Ça compte Ouais, comme Tolkien? oui, ça compte, ça compte. Ouais, oui. Enfin, l'Appel de Cthulhu, le jeu de rôle, hein. Pas Lovecraft. Enfin, si, un peu aussi. Ok, d'accord, très bien. C'est quoi ta profession, Vivien? Ouais, c'est vache, là. Je suis professeur d'anglais, traducteur, écrivain de jeux de rôle et Voilà. étudiant. Voilà. Des arts. T'es polyclassé, mais en tout cas, parmi le champ de tes compétences, il y a effectivement... Il y a la traduction, ouais. Et Mhm. en tant que professeur, j'ai enseigné aussi la traduction, j'ai enseigné... Enfin, voilà, quoi. Donc, Valentin T, lui, a une formation de linguistique. Donc la notion de Ouais, traduction, tu l'as abordée même, Ouais, j'imagine. en fait, ce qui est intéressant là dans ce débat, c'est que moi je me sens pas extrêmement légitime dans le sens où j'ai pas fait d'études de linguistique dans ce qui me concerne mon cursus vraiment universitaire. Je me suis mis à la linguistique très tard, mais je m'y suis mis, on va dire, les deux pieds dedans. Donc la traduction, j'ai pas tellement eu l'occasion de me confronter à cette question frontalement, sauf dans un cadre en fait, je sais pas si on aura l'occasion d'en discuter, mais du point de vue plus anthropologique, ou en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire que mettre en regard des langues et des cultures. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai des Un de mes thèmes idées préférés. au sujet de l'interprétation, la traduction, la possibilité de traduire, qu'est-ce que de traduire, Tu as etc. écouté le podcast sur l'indétermination de la transmission de Flavie la saison dernière sur Quine? Tout à fait, l'intertermination. Donc là, c'est ce type de traduction-là auquel tu Alors, penses? pas forcément, parce que là, À c'est laquelle plutôt tu le penses côté analytique, en fait, qu'on D'accord. avait dans le podcast, donc un point de vue qui est plutôt formel, en fait, sur la nature du langage. D'accord. Et il y a tout un courant qu'on appelle plutôt la sémiologie, en fait, qui s'intéresse au langage tel qu'il est pratiqué par les gens, et tous les niveaux de langue, par exemple la phonétique, la syntaxe, le lexique. Et donc, quand il y a des mots qui n'ont pas d'équivalent du tout d'une langue à l'autre, comme on fait, mais je pense que là, justement, on va en parler. On va en parler. Mhm. Natacha, donc toi, tu es professeur de français et donc tu dois également te confronter, j'imagine, à ces problématiques de traduction, ne serait-ce qu'à travers l'étude des œuvres littéraires, tout simplement. Oui, alors de plus ou moins loin. Puis donc, moi, j'ai fait la version un peu étudiante. Donc là, ce qu'on appelle la version, justement. Donc oui, il s'agit de traduire un texte en temps limité sans dictionnaire bilingue. Donc avec juste ses propres connaissances de la langue, quoi. Et ce qui est autant un exercice de français, voire plus qu'un exercice d'allemand ou d'anglais. Et Vincent le lave-chef, qui lui est coordinateur chez AGA, donc il met en relation des traductions de traducteurs. J'exploite des gens comme Vivien, en fait. Alors exactement. Alors tu nous as dit en préparation du podcast, ok pour faire le podcast, pas de problème, je peux vous parler de ce que je fais et compagnie, mais par contre je n'évoquerai pas de chiffres. Voilà, c'est ça. Voilà. J'imagine que c'est une histoire de contrat, que tu n'as pas le droit forcément de parler de tout ça.
ton contrat de travail ne te permet peut-être pas de rendre public les secrets de confection de... Oui, bah c'est ça. Entre autres, voilà, c'est ça. Okay. Voilà, c'est-à-dire, je suis là sur mon temps personnel, je suis pas là comme représentant du studio, quoi, si tu veux. J'ai pas discuté avec les autres membres du studio de ces questions-là qui concernent tout le monde. Et donc, du coup, de ma propre initiative, tu vois, c'est. Mais tu pourras nous parler, par contre, de la mise en relation des auteurs et compagnie. Tout à fait. Voilà, pour présenter un petit peu les gens autour de la table sur ce sujet de la traduction et donc présenter aussi les points de vue qui vont être abordés, parce que je suis pas sûr en fait que la vision qu'on a les uns les autres de la traduction et de ce que ça représente dans nos champs, dans nos disciplines respectives, je suis pas sûr, ça va pas être forcément facile de toujours s'entendre. Donc voilà, je préfère traduire les points de vue des uns et des autres, quoi. Ah, n'est-ce pas? Donc voilà, je préfère préciser directement d'où chacun parle. Vivien, t'as vu comment je t'ai meublé pour te laisser le temps de retrouver tes notes? J'ai retrouvé 2-3 trucs, ça... pas grand-chose, mais 2-3 trucs. Bon, c'est ma faute, encore une fois. Donc Vivien, de quoi? Écoute, on va commencer par pourquoi j'ai voulu parler de ça. Voilà. Ça m'est venu, en fait, bon, évidemment, en tant que personne qui fait de la traduction, qui travaille sur la traduction, qui fait de la traductologie, c'est évidemment un sujet qui m'intéresse, mais le moment où je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler, c'est quand j'ai fait de la traduction pour Paranoia. Pour Sans détour, du coup, sur Paranoia. Donc il faut savoir que théoriquement, quand on fait une traduction pour un jeu de rôle, puisque le jeu de rôle c'est à moitié une œuvre littéraire, à moitié une œuvre technique, il y a un glossaire. C'est d'autant plus important qu'il y a plein de suppléments qui sortent, etc. Et que donc il faut quand même se mettre d'accord sur les termes techniques et s'assurer que ce soit les mêmes, qu'ils soient traduits de la même façon. Ouais, tu veux dire que dans le cadre de ton travail, il y a un document de référence en interne qui n'est pas disponible pour les lecteurs, qui permettent d'harmoniser, c'est ça? Voilà, donc typiquement un tableur Excel avec une colonne français, une colonne anglais, et puis zou, quoi. Éventuellement une petite colonne descriptive, histoire que les gens s'y retrouvent, et puis normalement c'est fait en sorte pour que quand tu tombes sur un texte, vu qu'il y a des mots qui reviennent et qui ont une valeur, on va dire, comment on pourrait dire... absolu, je sais pas quel pourrait être l'adjectif pour ça, mais c'est-à-dire que quand on fait de la traduction littéraire, normalement, sauf si l'auteur utilise 50 000 fois le même terme de façon extrêmement importante, et encore même là, on peut discuter sur je crois qu'il y a des discussions sur Freud notamment, et certains termes qu'il utilise régulièrement. Est-ce qu'il faut pas toujours les traduire de la même façon pour représenter quelque part une valeur particulière qu'il a? Bon, en jeu de rôle, la question se pose pas. En général, tu as 2-3 termes, un bon paquet de termes techniques qui, eux, sont censés être traduits toujours de la même façon afin de s'assurer que les lecteurs puissent toujours être sûrs que quand on utilise ce mot-là, c'est le terme technique un tel. Tu vois, par exemple, players, ce sera toujours joueur. On ne va pas dire des fois joueur, des fois participant. Exactement. C'est ce genre de choses, quoi. Et puis encore plus élémentaire, les noms d'une caractéristique. Par exemple, je sais pas moi, constitution, vous n'allez pas le traduire un jour constitution, un jour endurance, ce genre de choses. Sûr. Bon. Ça pose. Et du coup, en lisant, en fait, donc pour revenir à mon exemple, parce qu'on reviendra dessus, je pense, à un moment ou à un autre. Sur la manière dont vous travaillez, je voulais juste dire que Vincent de la Chef opinait du chef sur le tableau Excel avec. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, il faut savoir que nous, alors, je sais pas comment tu as travaillé sur Paranoia, nous on travaille avec plusieurs traducteurs. C'est-à-dire que sur un même ouvrage, il y a plusieurs traducteurs qui interviennent. Donc, c'est important d'avoir ce tableur pour. Parce que c'est évident qu'un traducteur va toujours utiliser le même terme pour le même mot, mais quand il y en a deux différents qui travaillent sur deux parties de l'ouvrage différemment, oui, il faut... L'un pourra pouvoir trouver que constitution, c'est plus élégant pour traduire tel terme, et l'autre dire endurance, par exemple. Justement. Voilà, c'est ça. Et quand ils ne sont pas d'accord, du coup, là, c'est moi qui tranche, par exemple. C'est toi qui tranche. Ouais, tranche des traductions. C'est ça, je tranche. C'est ça. Vivien. Et du coup, c'est là où j'espère trouver à un moment ou un autre de meilleurs exemples. Mais en fait, en plus, Paranoia, non seulement c'est plusieurs traducteurs sur un même bouquin, mais en plus, c'est un vieux jeu. Ça veut dire qu'il y a plusieurs traductions françaises possibles. Qu'est-ce que t'entends par vieux jeu ? Un jeu d'un certain nombre d'années. Très bien, très bien. Mais toujours d'actualité. Très bien. Il n'y a pas de jeu ancien et moderne, comme chacun sait, on est d'accord. Je pose juste la question. Et toujours est-il que du coup, ça veut dire qu'il y a plusieurs traductions, peut-être plus ou moins en accord les unes avec les autres, et en plus, derrière, une volonté quelque part de l'édition moderne d'impacter plus ou moins, de décider de changer ou pas les termes, quoi. Et un des exemples qui m'était tombé sous la main, c'était ce qu'ils appelaient donc le Paranoia, c'est un univers humoristique qui se veut un petit peu satirique, notamment il y a tout un tas de marques
de produits, voilà. Et donc le jeu est anglais du coup, américain, puisqu'il faut le traduire. Et donc il y avait une boisson qui s'appelait typiquement le Bouncy Bubble Beverage. Bouncy Bubble Beverage. Voilà, donc le breuvage de bulles rebondissantes. Par exemple, je me demande si c'est pas ça que j'avais mis, boisson à bulles rebondissantes ou un truc comme ça, quoi. Et donc bon, il y a eu ce qu'on pourrait appeler une triple allitération, quoi. Donc le voilà. Il y a le côté humoristique, quoi. On se doute bien que ça sonne pas vraiment marque réelle, etc. Et donc on se dit il y a plein de, sachant qu'il y avait une traduction officielle avant. Alors malheureusement c'est ça que j'ai pas trouvé tout de suite pour le moment. Je retrouverai peut-être plus tard. Mais la volonté de la nouvelle traduction, c'était de traduire ça par une boisson Bouncy Bubble. D'accord, ouais. Alors qu'avant, la traduction, je me souviens plus du terme qui est exactement utilisé, mais c'était du français. C'est-à-dire qu'à une époque, la volonté des traducteurs, c'était de tout traduire en français pour quelque part localiser, domestiquer en quelque sorte l'ensemble de l'univers de Paranoia. Et je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, c'est vrai que quelque part, la traduction a une influence quand même importante. On le sait en littérature, évidemment, mais en jeu de rôle aussi, ça a une influence importante. C'est-à-dire que si on commence à dire, vous prenez votre canette de Bouncy Bubble, de boisson Bouncy Bubble, ça décrit pas le même univers, ça n'injecte pas le même univers dans l'esprit des autres joueurs, en fait. On commence à entrer dans un univers déjà plus... invasion américaine, en fait, en quelque sorte, quelque part, dominée par des marques. Presque. C'est les Canadiens comme ça qui gardent plein de mots. Non, les Canadiens, théoriquement, ils traduisent tout. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Contractuellement. Excuse-moi. Bizarrement, j'ai un exemple Harry Potter là-dessus. Bah oui, je pense. Vas-y. Non, donc alors c'est le moment où je fais ma hipster Harry Potter, c'est-à-dire que moi j'ai une très vieille édition du premier tome en français. La première édition avant que ce soit connu, avec les lettres encore blanches, tout ça, pas encore stylisé, machin. Et le nom du Premier ministre est traduit par Cornelius Lafadèze, alors que dans les suivants, quand il a été retraduit, il est resté en Cornelius Fudge. Et du coup, ça n'a pas le même retentissement quand t'es lecteur. Ah, c'est une super anecdote. De découvrir un ministre, en plus un personnage politique qui s'appelle Lafadèze. Lafadèze, ça sonnait bien. Bah ouais, alors ça traduit pas le Fudge, qui est quand même un truc, une pâtisserie, je crois, c'est ça? Ouais, c'est l'espèce de truc un peu mou. Ouais. Mais ça, voilà, c'est pourquoi pas. Et du coup, Fudge, qui n'évoquerait pas forcément grand-chose à un actorat français, quoi. Voilà, donc. Puis nous, on avait déjà un président à cette époque-là qui s'appelait Le Flan, donc. Et t'as la même chose. Non, c'était bien avant. C'était bien avant. Ah oui, pardon, bien avant. Oui, pardon. T'as la même chose dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Baggins, c'est. Et Saké. Ouais, c'est dans Bilbo, en fait, où c'est traduit par Baggins. Et puis dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Saké. Ouais, avec le même traducteur. Ouais. C'est Bilbon et pas Bilbo, ouais. Oui, en plus. Bilbo dans le Hobbit et Bilbon dans Le Seigneur des Anneaux. On voit que sur les noms propres, ça a un impact direct, je trouve. C'est hyper important parce que parfois, le nom propre, c'est la seule relation en littérature qu'on a avec un personnage. Au départ, bien sûr, après, on a toutes ses actions, ses propriétés qui sont développées. Mais la première fois qu'on en entend parler, le nom, c'est la seule... Parce que quand on rencontre quelqu'un dans la réalité, on a son physique, on a son timbre de voix. Immédiatement, on se fait déjà un avis. Dans un livre, la première chose qu'on croise d'un personnage, c'est son prénom. Alors surtout que là, dans le contexte, c'est dans une conversation, le personnage en question n'est pas présent. On parle de lui dans le journal, et donc du coup, il n'y a vraiment aucune autre indication que son nom, quoi. C'est très important, ça. Et alors, ce que tu voulais dire, Vivien, c'est l'importance justement du traducteur à ce niveau-là, souvent, l'impact que ça va avoir sur la partie. Etc. Oui, sur l'appréhension de l'univers par les joueurs, en fait, la modification finalement, parce qu'on repose sur finalement un nombre d'éléments assez limité en réalité. Donc bon. Typiquement, que ce soit en fantasy, en SF ou a priori en jeu de rôle, les noms propres, entre guillemets, revêtent une importance, on va dire, un peu capitale, quoi. Parce que c'est des espèces de points saillants comme ça qu'on va donner aux autres, parce qu'on ne peut pas lire le livre de 200 pages aux joueurs avec ses 150 pages de background et des choses comme ça. On n'a pas le temps, tout simplement, et à un moment ou à un autre. Et donc, c'est des éléments comme ça. Et je pensais aussi non seulement à ça, mais aussi aux compétences, par exemple, typiquement. En fait, alors, vas-y. Un des points de la traduction, c'est que dans l'image un peu, on va dire, l'image globale, populaire, voilà, c'est que une traduction, c'est quelque part l'image qu'on s'en fait. Il y a une idée il y a un idéal à atteindre, et après il y a des traductions plus ou moins bonnes,
qui atteignent plus ou moins cet idéal. Et je trouve que t'es déjà bien sympa. Ah bon? Ouais, parce que la vision populaire qu'on a de la traduction, c'est si j'ai la traduction, tout est bon. On se pose même pas la question. Oui, alors quand je parle vraiment là pour le coup je parle beaucoup d'une réflexion sur la traduction. Voilà, déjà t'es déjà plus poussé, je trouve, par rapport à. En fait, la traduction, on n'en parle que quand elle se remarque en mal, quoi. Mais voilà. Généralement. Voilà. On parle que des trains qui arrivent pas à l'heure. On parle que quand en fait la traduction, c'est quelque chose qu'on n'évoque pas. Si elle est bien faite, personne ne l'évoque. Darky qui est dans le public, agite son doigt en mode non, je suis pas d'accord. Je sais pas pour le jeu de société, pardon, mais il me semble que le traducteur de Terry Pratchett est hyper reconnu en France pour sa traduction. Edgar Allan Poe pour Baudelaire. Hyper reconnu, après c'est Baudelaire pour c'est dans Edgar Allan un Poe. milieu quand même un peu spécifique, mais oui, c'est Patrick Couton, je crois, qui a eu des prix, qui est reconnu pour son travail. Oui, Ouais, je sais pas, moi j'ai toujours tendance, même pour une très bonne traduction, à vouloir aller lire le bouquin en langue originale si je connais et maîtrise la langue originale. Mais ça, tu vois, je pense que c'est déjà une vision éclairée de ce que c'est que la traduction. C'est-à-dire que c'est déjà voir qu'il existe une différence entre le livre original et le livre traduit. Pour la plupart des gens, en vrai, on te demande le livre, tu dis, vous l'avez en français? Oui, ok, très bien. Et en fait, ce qu'ils se disent, c'est qu'ils vont avoir accès à la pensée de l'auteur. Ils se disent pas, je vais avoir accès à une traduction de la pensée de l'auteur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas. C'est juste pour reprendre. Je trouve que la réflexion du Vivien est déjà avancée en matière de c'est des réflexions qui viennent pas uniquement de moi. Il y a des tas et des tas de livres qui sont écrits justement sur ce principe de la traduction ne se remarque généralement que quand elle nous pose problème. Et souvent, le rôle du traducteur, c'est de disparaître, de s'effacer, enfin ce genre de choses, quoi. Vincent Puvivien ou Valentin, pardon Ouais, en fait, ça m'évoque un truc, c'est ce qu'on appelle la théorie du sens commun. C'est-à-dire, en fait, on a une théorie du langage qui nous est propre, même si on n'y a pas pensé, en fait. C'est-à-dire, si dans une culture comme en France, si tu vas à l'école, etc., tu vas en général développer une théorie au sujet de ce qu'est le langage. Et en fait, dans cette théorie du sens commun, que tout le monde partage, qui n'est pas trop remise en question, on voit le langage comme vraiment une manière de décrire le monde, et qu'en fait il y aurait des correspondances parfaites entre les langues. Et je pense qu'en fait c'est pour ça qu'on se dit, évidemment, si le traducteur fait bien son travail, il y a un passage d'une langue à l'autre qui fonctionne parfaitement, et c'est juste si le traducteur n'est pas rigoureux, le passage peut mal se faire parce qu'il connaît pas bien la langue d'arrivée. Voilà. Et d'ailleurs, et pour aller dans ton sens, Valentin, un sujet, il y a des gens qui disent, moi je l'ai entendu au sujet d'Edgar Allan Poe, qui disent qu'en fait le génie d'Edgar Allan Poe, c'est pas Edgar Allan Poe, c'est Baudelaire. Parce que c'est lui qui a en fait rendu le texte beaucoup plus beau qu'il était à l'origine. Et dans ce cas-là, on peut se poser la question. Alors du coup, Baudelaire, bon traducteur ou mauvais traducteur d'Edgar Allan Poe? Si on suit la théorie la théorie naïve du sens commun de Valentin, on dira non, c'est un mauvais traducteur en fait. On doit le dire que c'est un mauvais traducteur parce qu'il n'a pas traduit fidèlement Edgar Allan Poe puisqu'il l'a amélioré. Et tu vois, c'est ça le truc. Ça, c'est un truc qu'on retrouve. Donc, je parlais tout à l'heure de moi, ce que j'avais vécu en tant qu'étudiante. C'est un truc qu'on retrouve entre les différents profs qui nous apprennent à travailler en version. Ils sont pas d'accord entre eux. Et mon prof d'allemand, par exemple, n'était pas d'accord sur le fait qu'il fallait améliorer le texte. Qu'on avait, si le style de l'auteur qu'on avait à traduire était mauvais, fallait garder un style qui était mauvais aussi en français, quoi. D'accord. Et il y avait t'avais des profs qui s'opposaient à cette idée-là? J'avais en fait, c'était l'opposition, une opposition, qui doit porter un nom, je suppose, je sais pas, mais entre est-ce qu'il faut respecter vraiment à la lettre le style de l'auteur et traduire au plus proche de la langue, du style original et des expressions originales, ou est-ce qu'il faut retranscrire les idiomes français et voilà. C'est nous. Et tu vois, par exemple, une question que je me pose juste pour dire ce qu'elle. Donc du coup, si je peux apporter les mots qu'on utilise, du coup, c'est il y a cibliste et cible et j'ai un trou. Target. Non, oui, cibliste c'est target et du coup sourcier. Voilà, qui sont les termes créés il n'y a pas si longtemps que ça par quelqu'un qui s'appelle l'Admiral. Alors, cibliste et sourcier. Donc cibliste, c'est ceux qui visent, pour qui l'horizon en quelque sorte c'est la cible, donc le lecteur
le lectorat, la langue d'arrivée, etc. Ah ouais. Et sourcier, c'est ceux qui essayent au maximum de se coller à la source. Même si, bon, après on peut discuter parce que c'est pas aussi clair que ça. Et D'accord, voilà. Ah ouais, ok. Il y a un truc qu'on peut signaler tout de suite, moi qui m'intéresse beaucoup, c'est celui des différentes théories de la traduction. Parce qu'en fait, là on a parlé d'une des théories possibles, c'est celle du sens commun. Qui est celle qu'on a évoquée du transfert parfait d'une langue à l'autre. Mais en fait, dans la traductologie, il y a différentes théories au sujet de ce qu'est la traduction et de comment elle fonctionne. Donc en fait, il y a vraiment des sous-disciplines dans la traductologie et dans les manières de penser le langage en général, quoi. J'imagine. Donc c'est pas du tout des débats qui sont tranchés et qui permettent de dire ok, à un moment donné, il y a une bonne et une mauvaise traduction et bon, bah c'est juste les gens voilà, qui... même en prenant en compte ce que vous dites, si vous voulez. Il n'y a pas seulement des choix qui seraient de l'ordre de voilà, est-ce que tu fais plutôt tu prends plutôt comme objet la cible ou le matériau de base. Il y a vraiment des théories au sujet du langage qui vont changer des choix que tu vas faire dans la traduction, et ces théories ne sont pas consensuelles du tout les unes par rapport aux autres, quoi. D'accord, ouais. Vivien, donc, du coup on revient à ton fil conducteur. Bah, du coup je disais ça pourquoi ah oui, donc l'idée c'est que généralement, quand on commence à réfléchir à la traduction, il y a une idée d'espèce d'absolu qui est le texte d'origine, en fait, qui dit des choses et qui fait... souvent, il y a d'ailleurs ce qu'on appelle... j'ai du mal aujourd'hui. En tout cas, il y a l'idée que le texte d'origine fait un certain effet au lecteur d'origine. L'impression référentielle, c'est pas ça ? Non. Enfin, en tout cas, pas ce qui me venait à l'esprit, mais peut-être que ça peut s'appliquer. Le texte d'origine fait quelque chose à un lecteur d'origine, donc typiquement un texte américain va faire un certain effet à un lecteur américain, et le but de la traduction serait de reproduire le même effet sur le lecteur français, c'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui est lien à la langue d'origine et de ses particularités, et de vraiment faire en fait ce que l'écrivain d'origine fait à la langue d'origine et le reproduire sur la langue d'arrivée, quoi. Et ce qu'on appelle l'équivalence, en fait, en général. Il y a toute une théorie sur l'équivalence, de retranscrire ça, etc. Bon, après, est-ce que c'est possible ? Bon courage, parce que dis donc, ça veut dire que ça voudrait... Enfin, comment dire ? Dire une bonne traduction, c'est une traduction qui produit sur les gens les mêmes effets. Je pense par exemple aux effets du type sonore ou rapprochement de sonorité. Par exemple, entre la lutte et la butte. Dans certains textes, y a les mots en fait lutte et butte sont volontairement rapprochés pour créer un effet. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, du coup, comment tu fais pour traduire ça en anglais alors que les deux mots n'ont pas les mêmes sonorités ou quoi ? Alors, en fait, qu'est-ce qu'on entend par effet produit ? C'est ça ma question. Ouais, alors après, si on démarre sur la stylistique, là aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Parce que, moi, je fais partie du courant des profs de français, par exemple, qui disent c'est très bien d'analyser les rimes ou les allitérations ou les assonances, donc qui sont tous des effets de sonorité, mais n'allez pas voir systématiquement des trucs de fou derrière. C'est pas parce que l'auteur a fait rimer lutte et but que il était dans une transe des mélancoliques absolue. Non, peut-être qu'il a aussi simplement voulu donner de la musicalité à son texte, quoi. Tout à fait. Ça n'a pas forcément ou mettre en valeur des vers qui, eux, par ailleurs, ont un sens, parce qu'il y a le vers ensemble, la phrase ensemble, voilà, et ça les met en valeur, mais pas forcément... Mais je sais que j'ai des collègues qui sont pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de dire. Et je le dis bien à mes élèves, c'est-à-dire que moi je vous donne ma version des choses, faites attention à ce qui vous adressez et à ce que... Okay. Et forgez-vous votre propre opinion aussi. Parce que moi je veux pas rentrer dans ce détail-là, je te laisse entièrement maîtresse de tout ça, parce que moi vraiment j'y connais rien sur ce débat. Par contre, ce que je peux dire, c'est par rapport à l'effet. Déjà, quand on sait qu'un même texte n'a pas le même effet sur deux lecteurs compétents du français, comment est-ce qu'on peut postuler l'existence d'un effet qui serait commun à la totalité des Américains et qu'on chercherait à les plaquer sur Anthropologie, hurle Valentin. Natacha, elle va me gronder. Alors, ça peut ne pas avoir exactement le même effet, mais quand c'est bien écrit, justement, notamment, normalement, l'auteur atteint son but et obtient un effet qui se retrouve chez quand même un ensemble de lecteurs. C'est comme ça que je commence mes cours en lycée, c'est vous lisez le texte, qu'est-ce que vous ressentez ? On se met d'accord. Et si à 37, en me comptant moi, on arrive à trouver à peu près les mêmes impressions sur le texte, c'est que quand même il y avait une intention derrière, quoi. Et que le texte n'est pas si mal écrit. Donc on peut postuler facilement quand même l'existence
d'un effet global, on va dire. Alors, c'est variable en fonction des gens, mais il y a quand même un espèce de... Oui, il y a quand même un consensus. Un concept, un effet global. Voilà. Juste pour préciser un truc, je vous interromps comme ça. On parle là de littérature, quoi, si tu veux, parce qu'on pourrait aussi parler de la traduction, tu vois, au cinéma, dans les domaines audiovisuels, quand on fait des sous-titres ou quand on fait de la version française. Et je pense que c'est tout à fait d'autres problématiques. Là, on parle vraiment de littérature, là, en fait. Ouais, tout à fait. Même en jeu de rôle, on n'a pas vraiment ces problématiques qui pourraient se poser. Oui, on est plus de l'ordre du manuel d'une machine à laver. Il y avait une distinction qui était soulignée par Vivien tout à l'heure. Et effectivement, sur le problème des sous-titres ou des traductions, par exemple, pour le doublage. En plus, il y a une contrainte supplémentaire qui est respecter la forme des prises par la bouche, ça, etc. Ou un nombre de caractères suffisamment court pour que ça puisse être rapidement lu. Quoi. Ouais, d'accord, très bien. Donc, beaucoup de choses, effectivement, à dire dans tous les sens. Valentin, tu voulais intervenir ? Non, c'était parce que tu disais que je hurlais anthropologie tout à l'heure. Oui, tout à fait. En fait, c'était simplement pour expliquer pourquoi je disais ça. Ouais, c'est parce raison, que globalement, là, on dit quelle impression tu fais sur les gens. Si on a tous la même impression du texte, en fait, on est dans un autre univers que l'univers linguistique. En fait, on arrive dans un univers qui est celui de qu'est-ce que effectivement, quel est le rapport entre les humains et le texte dans une culture donnée, dans une situation donnée. Toi, tu me dis, Natacha, si on se met tous à peu près d'accord sur un texte, c'est qu'il y avait bien une intention. Mais ça, c'est aussi une théorie anthropologique. Tu vas voir je te donne le micro juste après. Si en fait, tu vas avoir des textes qui sont interprétés d'une certaine manière pendant une période de l'histoire et qui, pour plein de gens, vont tous l'interpréter d'une autre manière parce qu'ils sont d'une autre culture. Donc on arrive dans ces problématiques. Dans le cadre d'une salle de cours au XXIe siècle que je parlais. Ah oui, d'accord. Donc du coup, et puis d'une salle de cours francophone avec un background culturel dans un certain mais niveau tu vois de que classe. La traduction est aussi une question de situation. Oui, non, mais c'est juste. Quoi. En fait, je réagissais juste au fait que Romaric partait sur la réception des sonorités et que c'est quand même difficile de prévoir, même si même l'auteur lui-même a simplement voulu un effet de musicalité. On peut pas forcément toujours vouloir la réception exacte. Je crois qu'on peut quand même tomber d'accord sur l'idée que de toute façon, la traduction parfaite, elle est impossible. La seule question, c'est... Alors tu dirais elle est impossible pourquoi du coup ? Alors elle est impossible parce qu'on voit bien, on n'a pas la même histoire culturelle. En fait, deux mots n'ont pas les mêmes sonorités, même s'ils peuvent avoir les mêmes sens, ils vont pas produire forcément la même chose. Donc la traduction parfaite au sens où d'un coup comme ça, on aurait accès tel quel au texte. Tu vois, je suis pas américain. Il y a un Américain qui écrit des livres pour des Américains. Je suis français, je pourrais avoir accès directement, à moins d'être un locuteur compétent de l'américain. En fait, c'est justement, je parlais de l'admiral, et l'admiral te dit en gros que le problème, c'est ceux qui disent que l'absolu, c'est d'arriver à l'équivalent du texte. La finition de l'équivalence, c'est en gros, c'est le texte d'origine, quoi. Voilà, exactement. À un moment, voilà. La seule traduction parfaite du texte d'origine, c'est le texte d'origine. Et du coup, c'est ça. Et donc, on n'a rien obtenu, quoi. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce constat, qui je pense est de l'ordre de l'évidence. Alors non. Alors pas vraiment. Voilà. D'accord, ok. Non, il y a. Aller au reste, mais bon. Là, tu parles vraiment de la traduction sur un champ artistique, d'accord ? Est-ce que la traduction parfaite d'un manuel d'utilisation d'une machine à laver est possible ? A priori, pourquoi pas, quoi. C'est ça, et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que la traduction parfaite n'est pas possible, mais par contre, quand on choisit un axe de traduction, le but, c'est que les éléments essentiels soient traduits, etc. Là, c'est possible de faire des traductions qui soient parfaites, au sens elles font bien ce qu'elles font, tu vois, ce qu'elles doivent faire. Donc justement, je voulais aboutir à la même sur le manuel de machine à laver, je suis même pas convaincue parce qu'en fait, c'est justement encore une question de réception culturelle. Si quand tu sais que aux États-Unis, il faut absolument préciser qu'il faut pas mettre les chats dans les micro-ondes pour éviter que ces pauvres bêtes meurent dans les micro-ondes et qu'ensuite le propriétaire du chat attaque en justice le fabricant de micro-ondes. Tu peux dire que la traduction parfaite du manuel de micro-ondes en américain, c'est celui qui rajoutera mais du coup ça rajoute quelque chose au texte d'origine. Donc alors Vincent, excuse-moi, c'est moi qui t'ai interrompu et du coup laissons finir ton idée. C'est-à-dire ton idée, c'est qu'il existe quand même un moyen de traduire certains types de texes. C'est ça. Alors, par exemple, tu disais le manuel de machine à laver, mais tu pensais au JDR, en fait. Ouais, je pensais au jeu de rôle. C'est-à-dire, je pense que sur la traduction d'une partie de mécanique de jeu,
il y a quand même moyen, alors à quelques exceptions près, encore une fois dans le jeu de rôle, il y a, tu vois, si on prend par exemple Nobilis, il y a quand même tout un tas d'effets dedans, mais sur tout un tas de règles de jeu de rôle, il y a quand même moyen d'être très proche enfin, quelle est la finalité du texte? C'est quand même de faire passer un certain nombre d'idées, un certain nombre de mécaniques. Le système idéal. Voilà le système. C'est quand même possible d'arriver à une traduction qui soit, alors je ne sais pas si parfaite c'est le terme, mais qui soit optimale. Nous amènera dans des impasses, donc on va dire voilà. Optimale. Et c'est là où je voulais en venir en disant bon, une fois que littérairement parlant, artistiquement parlant, on a conscience que la traduction est impossible, n'empêche qu'on fait des traductions de fait. Et qu'elle donne lieu à des choses qui fonctionnent, tu vois. Et donc, il y a une image qui me vient, ce serait la différence entre essayer de traduire effectivement un manuel de machine à laver et essayer de traduire un poème. Voilà. Donc, réfléchissons à ces deux cas et ça peut nous donner une direction et voir que les textes ne sont pas équivalents en termes de... Parce qu'on n'aborde pas les deux textes de la même manière. On attend d'un manuel d'une machine à laver qui nous apprenne à nous servir de la machine. Alors qu'on a textes de règles de jeu. On tue pas des chats en les utilisant. Quoi. Voilà. Alors qu'on ne sait pas, en réalité, on ne sait pas vraiment ce qu'on attend d'un texte de poésie, tu vois. Et ça, c'est un problème pour la traduction de ce type de texte, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment. La poésie, c'est vraiment très complexe. Après, bon, il y a un courant, donc pour aider, pour soutenir Valentin qui me posait des questions sur les courants, il y a un courant de la traductologie qui s'appelle fonctionnaliste, qui dit voilà, un texte, en fait, non pas un texte, une traduction a une fonction. Qui peut varier en fonction en fait de à qui on destine cette traduction. Très bien. Voilà. C'est très intéressant ça. Et quel est l'objectif quoi. Donc finalement en fait le texte de poésie, la traduction d'un texte de poésie vaut moins pour le texte de poésie d'origine, même si c'est très important, que pour en fait dans quel but on traduit cette poésie. Par exemple typiquement, est-ce que tu traduis la poésie pour des gens qui sont en un apprentissage d'une langue et qui vont avoir l'original face à la traduction. La traduction va être généralement très moche, mais extrêmement proche, limite littérale du texte. Ça va être horrible en termes artistiques, quoi, quelque part, mais au moins, ça va aider ceux qui veulent céder en quelque part. Ça... Alors, c'est pas que en poésie, mais c'est les Guillaume Budet en latin, par exemple. Typiquement, en latin, c'est exactement ça. C'est ça. Donc, on a les deux textes et... Voilà, et c'est aussi sans doute pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que le grec ou le latin, ça n'a pas de valeur poétique. Avisé d'apprentissage, en fait, de la langue, de la grammaire, d'un certain nombre de textes, de mots de vocabulaire, pardon, qui seront repris par l'enseignant pour... Et du coup, c'est vrai que quelque part, la fonction de la traduction, on va dire, d'un livre de règles, jeu de rôle, vraiment la partie règles, on va dire au sens, vraiment, si on imagine le truc le plus strict du monde, c'est de s'arranger pour que les gens comprennent ce que veut dire tel mot, pourquoi, à quel moment on fait le jet de dés, comme c'était décrit à peu près dans le... Et la vie vient, est-ce que je comprends en creux que c'est ton approche quand tu fais une traduction d'un jeu de rôle, l'approche fonctionnaliste? Non, parce qu'un jeu de rôle, ça marche pas exactement comme ça. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi Paranoia? Je vais te dire pourquoi, parce que j'ai enfin trouvé 2-3 éléments. C'est qu'en fait, Paranoia m'a fait me rappeler, ah oui, mais c'est vrai qu'en fait, même dans des éléments aussi cons que des noms de compétences, on peut trouver des éléments... peut-être pas dire poétique, mais stylistiquement chargé, quoi. J'allais dire politique. Expressif. Oui. Du style, quand je vois traduit par exemple un mot comme Twitch Talk en langage codé. Alors c'est quoi Twitch Talk? Talk, c'est le langage. Twitch, c'est en se tortillant. Et en fait, c'est de ce que j'ai compris à peu près de Paranoia, c'est une espèce, comme c'est censé être dans le futur, c'est une façon de langage codé en fait. Et tu te tortilles un petit peu en faisant tes trucs. Tu changes ça en langage codé. Oh là là, tu perds tout l'aspect, on va dire, corporel, sémantique, on va dire, supplémentaire, quoi. Tu as juste l'information. Tu as l'information brute, langage codé, quoi. Ok, effectivement, c'est un langage codé. Quand tu as Moxie, traduit par observation, on voit que Moxie, c'est plutôt une sorte d'argot, un petit peu. Ça évoque quand même le fait que les personnages vont utiliser ça plutôt dans un cadre un petit peu, pas forcément super légal, quoi. Idem pour un truc comme wetware en biologie, qui est en gros l'équivalent, enfin là pour le coup c'est compliqué, c'est comme le software mais du coup appliqué au wet, c'est-à-dire l'humain, quoi, le biologique, l'humide, et du coup biologie, bon, c'est hyper neutre, quoi. On voit que comme ça, alors là j'ai pris des exemples les plus caricaturaux parce qu'après il y a des exemples super bateaux. Tu veux dire qu'on a rendu plus neutre, on a aseptisé, tu dirais qu'on a aseptisé Paranoia en français? Ouais. Alors après, ça, c'est un truc qui a été constaté énormément en traduction, c'est-à-dire que la tendance de la traduction, tout simplement parce que le statut du traducteur n'est pas le même que le statut de l'auteur. Le statut du traducteur, il n'est pas super assuré. C'est un mec qui généralement bosse sur commande.
dont le statut est souvent inférieur à celui de l'auteur, en tout cas publiquement, quoi. Et ce qui fait qu'il va avoir tendance à faire moins de vagues qu'un auteur. L'auteur, il peut se permettre de bousculer la grammaire, il peut se permettre de titiller un peu la syntaxe, tu vois, de dire je suis un auteur, voilà. Et le traducteur, le traducteur, s'il fait ça, on va dire putain, c'est mal traduit, je comprends rien. Traducteur, c'est un tocard. En plus, en français, il y a le côté très normatif quelque part parfois de la langue qui s'ajoute, mais toutes les langues, de toute façon, il y a un côté, en fait, les traducteurs sont au service de la norme, généralement, spontanément, parce que leur statut est moins bon, parce que on les considère moins bien, etc. Et donc, on va y avoir une tendance naturelle, on va dire, du traducteur à rapprocher de la norme, rapprocher du neutre, rapprocher d'une... Puisque ce qu'on a dit, le traducteur est quelque part censé être invisible, en un sens. Et plus il la ramène, plus il a de chances de se faire engueuler. Et s'il se fait engueuler, il n'a plus de contrat, et il n'a plus de boulot, et il perd de l'argent. Enfin, il y a tout ça, toutes ces choses-là, quoi. Donc ça, c'est... Et accessoirement, donc là, je me tourne vers Vincent, mais... puisque apparemment, dans son milieu, ça paye un peu mieux, mais quelque part, le traducteur est mal payé. Le traducteur ne traduit le texte d'un autre, donc est peut-être moins investi potentiellement. Et puis s'il était, voilà. Et du coup, le traducteur passe moins de temps potentiellement, ou en tout cas peut-être que l'auteur d'origine pose un truc parce qu'il a l'inspiration, mais en tout cas le traducteur, lui, a peut-être pas le temps de choisir, de trouver la solution idéale. Le traducteur, c'est un mercenaire, quoi. Ouais. Il est au service d'un objectif qui peut parfois même être un peu fou, du genre un éditeur te contacte, bonjour, nous avons 3 jours pour traduire 110 pages de tel jeu, parce que... 110 pages en 3 jours, non, quand même, heureusement, mais oui, je vois ce que... Mais on m'a raconté alors, c'est pas 110 pages, etc. C'est voilà. pas du A4, hein, mais on m'a raconté des événements de ce type-là. Moi, j'ai passé mon temps de traduction à travailler dans l'urgence. Voilà. Soit parce qu'on me laissait 3 jours, soit parce qu'on me payait tellement mal que j'avais autre chose à faire que de consacrer 6 mois pleins à un truc payé 3 000 €, quoi. Donc, de toute façon, clairement, les conditions de travail ne permettent pas une réflexion longue, laisser le temps aux choses, quoi. Après, c'est aussi le job de l'éditeur, là en l'occurrence du jeu, que de donner des consignes au traducteur, quoi, sur la manière dont il doit travailler et l'objectif aussi qu'il doit suivre, quoi. Je te donne l'exemple du dernier supplément 7e mer qu'on a traduit. Ça commence par 8 pages de poésie en américain, quoi. Après, c'est le boulot de l'éditeur de dire écoute, tu me fais une poésie en français, quoi, quitte à un peu t'éloigner du sens de la VO, quoi. Peu importe, moi je veux qu'en français ça rime et que ce soit plutôt chouette, quoi. Mais du coup, voilà, en tant qu'éditeur, je donne l'instruction je donne l'autorisation au traducteur de s'éloigner pour avoir tu peux prendre autant de liberté que ça, quand même, quoi. Autant de liberté, tu vois, après c'est un choix, c'est-à-dire après énorme. J'aurais pu lui dire tu traduis mot pour mot, et puis on aura une poésie très moche en français. On a fait, nous, sur ce supplément-là, l'autre choix, quoi. Mais le traducteur, quand il a commencé son boulot, il savait exactement ce qu'il devait faire, quoi. Pierre Lagrange m'avait parlé de trucs de dingue au niveau des éditions de livres comme ça en français, où par exemple des éditeurs avaient des politiques du genre notre livre il fait forcément 800 pages, tu vois, ou des contraintes vraiment abscons. Et du coup, ils coupaient, ils tranchaient même carrément des parties du texte. Ils enlevaient, ils ôtaient des... Sur 7e mer, contractuellement parlant, alors les suppléments en VO font 208 pages, contractuellement parlant, en français, ils doivent faire 208 pages. C'est-à-dire qu'il y a aussi la contrainte que la version française ne peut pas prendre plus de place que la version originale. Ce qui est, ce qui est un peu merdique, en fait, ce qui est... Typiquement en français, il y a plus, il y a plus de signes. C'est pas que en français, c'est aussi encore une fois le statut du traducteur qui va avoir tendance à plus expliciter, ne serait-ce parce qu'il trouvera pas le mot exact qui correspond au truc, donc il va avoir tendance à paraphraser légèrement à chaque fois, quoi. Natacha, j'ai encore des exemples Harry Potter par rapport à ça. Ouais, mais c'est très bien Harry Potter comme source d'exemple, en fait. D'abord sur le fait qu'il y ait des contraintes de fou, donc toujours dans ma vieille édition, ça entraîne du coup des erreurs de traduction. Enfin, c'est comme ça que je justifie en tout cas la mauvaise traduction de l'auteur. Je pense que c'est parce qu'il a travaillé dans l'urgence, où la famille Weasley se retrouve à avoir chacun un hibou sur le quai de la gare, donc 5 hiboux, 7 hiboux, je sais pas quoi. Et
quand 2 pages plus loin dans le train, Ron dit qu'il n'a pas de hibou parce que sa famille est trop pauvre. Donc il y a une contradiction dans le dit-il en mangeant du homard. Ouais, c'est ça. Et cette traduction n'est pas et c'est dans le même bouquin, donc c'est le même traducteur vraiment. Et dans la version originale, il n'y a pas cette mention. En fait, alors je me respirerai pas à prononcer le mot hibou en anglais parce que vraiment je sais que c'est pas possible, j'ai un très mauvais accent. Mais en gros, donc la phrase en anglais dit ils avaient un hibou. Donc le sujet est pluriel, mais c'est ils avaient un hibou. Et la phrase en français est traduite par ils avaient chacun un hibou. Ah, d'accord. Okay, et donc il rajoute chacun. Et 2 pages plus loin, Ron explique bah non, j'ai pas de hibou, j'ai un rat parce que ma famille est trop pauvre, quoi. D'accord, okay. C'est le fils mal aimé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a cette erreur-là. Et alors, par rapport à l'augmentation de la longueur, donc alors d'une part, moi, l'édition que j'ai, en fait, il y a des passages entiers qui ont été coupés. Je me suis aperçu ça très tard que j'avais une version où il y a des pages entières de textes qui ont été supprimées. Ouais, genre au nom de littérature pour la jeunesse, on va pas en rajouter, on coupe un peu. Je sais pas. Je n'ai aucune explication, mais j'étais très 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 remontée parce que ça m'a valu de me faire ridiculiser sur ensuite des trucs que j'ai dit sur les films, mais bon, bref, peu importe. Et par contre, il y a aussi des trucs qui ont été rajoutés, typiquement pour l'explication de ce que c'est qu'un préfet dans l'école Poudlard. Il y a un dialogue entier qui est rajouté parce que, et donc vraiment écrit par le traducteur, parce que c'est pas expliqué en anglais, mais il faut une explication parce que ça correspond pas. Parce que prefect a pas d'équivalent. Voilà, ça correspond pas à la culture française ou à la culture scolaire française, quoi. Incroyable. Mais ceci dit, juste Vincent, pour dire, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement rare, quoi, des consignes de la part du commanditaire, entre guillemets. Alors... Moi, ça ne m'est jamais arrivé, quoi. D'accord. Après, j'ai pas eu. Enfin voilà, c'est juste pour dire que c'est pas. On donne la parole à Vincent qui la demande depuis longtemps. Oui, donc c'était juste pour dire que alors, je pense que là, il y a un problème éditorial aussi, c'est-à-dire que le traducteur, il a dans pas le cadre de ce que signale Natacha. Pour moi, le traducteur, il a pas le dernier mot, c'est-à-dire le traducteur envoie pas son texte et hop, on envoie ça à la presse et on a un bouquin, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que derrière, il y a de la relecture. Moi, j'ai juste le résultat. Je sais pas comment ça se passe chez tous les éditeurs. Bon, dans le studio où je bosse, le traducteur renvoie son manuscrit, il y a une validation de la traduction, quoi. On voit quand même qu'il n'a pas traduit n'importe comment, qu'il n'a pas fait n'importe quoi. Et derrière, en plus, il y a des relectures, quoi, si tu veux, qui sont censées pointer quand même, en plus, ce genre d'erreur, quoi. Donc, bon, si ça se trouve, peut-être qu'à l'époque, Harry Potter, première version, tout le monde s'en foutait, tu vois, c'est passé vite fait. C'est probable, parce que c'est quand même une grande maison d'édition. C'est les Pocket Junior, je sais plus quel. Enfin, c'est pas non plus. C'est pas Gallimard, ou je sais pas. Non, c'est Gallimard, c'est quand ils sont. C'est justement, c'est la version d'après. Ah, d'accord. Je sais, mais c'est un truc qui est équivalent. Ouais. C'est Je suis Hachette sûr et certain qu'il y a des auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment et qui se disent quoi ? Il y a des passages entiers rajoutés dans... Moi, je l'ai appris il y a 2 ans, ça. Oui, c'est quand j'ai rencontré Pierre Lagrange, on est allé dans une librairie ensemble à Saint-Malo, il m'a pris un livre, il m'a fait « Ah, t'as vu ça ? Alors ça, je vais t'expliquer, je vais te raconter un truc de ouf sur cette traduction. » Et là, il m'a dit « Tu vois, ce passage, il a été rajouté, ça a été coupé. En réalité, le livre, il fait 900 pages. Là, j'ai une traduction qui est... Il n'y a pas écrit que c'est une traduction approximative ou que c'est une traduction à partie. Bien sûr que non, ça... Et moi, ce jour-là, j'ai dit « Quoi ? C'est possible de faire ça ?» Je veux dire, dans le monde aujourd'hui, avec les lois, avec la justice qu'est la nôtre... Mais oui, parce que c'est pas. Tu vois, je pense qu'il y a quand même. J'ai halluciné. Là, j'hallucine sur Harry Potter, le coup des dialogues rajoutés et tout. Moi, ça me fait halluciner. Un dialogue rajouté, faut pas. Enfin, moi, je pense qu'il faut pas se concentrer. Enfin, ça me paraît pas une aberration. Non, c'est les trucs rajoutés. Disent un truc pareil, je suis sûr que pour certains auditeurs en ce moment. Ah, peut-être, mais. Ça va pas là, dans le contexte, si, parce que moi, quand je l'ai lu, j'avais 8 ans. Savoir ce que c'est qu'un préfet à 8 ans, non, j'étais bien contente qu'il y ait un des personnages qui l'explique, quoi. Mais on s'en fout que tu sois contente ou pas. C'est pas toi qui va me faire. qui va me parler de la connivence avec les auteurs, etc. Qui va me dire d'un coup qu'elle a besoin qu'on lui explique ce que c'est qu'un préfet dans le livre d'Harry Potter. Il n'y a pas une petite contradiction, Natacha ? Littérature jeunesse, quand tu parles pas anglais à 8 ans. Ouais, et que t'as pas envie de mettre des. Je suis désolée. C'est votre faute à vous les profs là. Non, mais c'est parce que quand on est en vacances, on est en grève. Alors que des petites notes de bas de page, je veux dire, toutes les pages, les enfants ils aiment ça. Oui, on le sait. De toute façon, il y a 2 solutions. Vincent, Darky voulait réagir dans le public tout à l'heure, mais Vincent, juste pour dire que je pense quand même qu'il y a une espèce de, on va dire entre guillemets, de contrat de confiance entre l'éditeur et le lecteur, si tu veux.
puisque bon là on parle d'Harry Potter, à la rigueur tu vois on peut à la rigueur vérifier quoi. Tu vois, récemment moi j'ai écrit quelque chose sur la Russie, donc j'ai été lire des romans russes, j'ai aucun moyen de savoir si la traduction est bonne ou pas, tu vois, je veux dire je peux aller chercher Dostoïevski en version originale, c'est mort. Mais c'est ce qu'il disait, Pierre, il disait en fait on est arnaqué quoi. Enfin arnaqué, il y a parce qu'on peut pas, on est pris en otage. Je sais que c'est pas on est pris en otage. Désolé, c'est pas une bonne expression. Ça se droitise ce podcast, c'est terrible. Je suis vraiment désolé, c'est une expression très malheureuse, mais tu vois l'idée, c'est comme on peut pas vérifier, on nous vend n'importe quoi et on peut pas vérifier et on nous vend n'importe quoi. Enfin ça me révolte. Le client il est pas roi logiquement, on n'est pas censé arnaquer son roi. Enfin, non, on peut pas savoir, mais et en même temps, est-ce que ça te gâche le plaisir de lecture quand si tu le sais, t'aperçois pas. Il y a juste pour préciser, avec ce truc de rajouter et d'enlever des passages, en fait, c'est une pratique qui est majoritaire. Enfin, on se posait même pas la question jusqu'à une date récente de savoir si un traducteur pouvait ou pas retirer des passages, changer le texte, l'aménager. Et il y a une histoire des ouvrages, en fait, traduits, où il y a tous les ouvrages mais de fiction du 17e, 18e, 19e siècle. Tout le monde rajoutait son petit truc parce que c'était plus joli, on changeait le texte, on changeait des fois l'histoire, et c'était la pratique de la traduction jusqu'à une date extrêmement récente en fait. Le fait de changer vraiment le texte en fait. Et ça ne posait pas de problème. Mais c'est juste pour... moi, le jour où j'ai appris ça, j'ai bondi quoi. C'est pour moi, je me suis senti trahi, tu vois. Je me suis dit, mais combien de livres j'ai lu comme ça. C'est-à-dire que cette révolte que tu ressens, c'est une révolte en fait qui est très moderne en fait. Elle est très moderne dans le point de vue qu'on peut avoir au sujet de la traduction, de ce que ça représente, du rapport au texte, du rapport à l'auteur, etc. C'est comme si tu m'avais coupé un doigt. C'est pas une évidence, quoi, ce que je veux dire. Donc en fait, il y a une histoire, il y a quelque chose derrière qui n'est pas vraiment simple, évident, immédiat, quoi. Ouais. Si tu fais la philologie des textes, donc en fait c'est l'étude de l'histoire des textes quand ils sont repris, traduits, ou même les moines copistes, si tu veux. Oui, c'est ce que j'allais te poser. C'est-à-dire les moines copistes, quand ils prennent un texte, c'est pas de traduction, tu dois recopier le texte. Donc là, normalement, tu dis, il n'y a pas de problème. Tu recopies le texte, quoi, chaque caractère. Bon, les moines copistes, la tradition, c'était, tu recopies et puis tu changes un peu pour que ce soit plus joli. Tu rigoles ? Puis tu rajoutes des trucs. Tu rigoles ? Non, mais là aussi, tu avais des contraintes les moines, vous avez tué les moines. Parce que non, mais là aussi, tu avais des contraintes éditoriales parce qu'en plus, il fallait que tu correspondes au format que le seigneur t'avait donné. Il avait payé une certaine somme et donc du coup, si t'étais en in-folio ou en in-quarto ou en je sais pas quoi, s'il avait payé plus pour les enluminures, etc. Enfin voilà, il y avait plein de. Les moines. Sauvez-moi de ce podcast. Après, ce n'était qu'un mauvais rêve, ce podcast. Après, il y avait un truc intéressant. C'était, en fait, au XVIIe siècle, il y a quelque chose qu'on a appelé plus tard les belles infidèles, en fait, qui était d'un terme utilisé par justement un des théoriciens, je crois que c'était Perrault d'Ablancourt, il me semble, qui disait justement une traduction est comme une femme belle mais infidèle. C'est-à-dire que voilà. Non mais de toute façon le vocabulaire de la traduction pendant un temps ça vaut le coup d'œil. Et donc l'idée c'était en gros par exemple il y a je crois que c'est Madame Dacier qui traduisait Homère et qui disait Homère c'est formidable mais en même temps les adjectifs il y en a trop puis c'est pas adapté au goût français etc. Donc on traduit mais on enlève et donc à la fois on considère mais en même temps on considère comme un primitif. Il y a un côté comme ça très et puis ça a duré effectivement assez longtemps quoi. J'ai eu l'occasion d'assister à une conférence c'était où? C'était à Polytechnique parlant de Paris sur le campus de Saclay d'un historien en fait spécialiste dans le mythe arthurien. Et en fait il nous disait déjà le roi Arthur il nous disait n'a pas existé, donc premier point. C'est direct quoi. Et tu regardes des conférences sur le Père Noël où on s'acclamblait. Il commence comme ça non, et en fait arrêtez ce podcast ça devient l'enfer là. Et il disait globalement ça a été un truc qui a été réutilisé, repris, et il disait en fait on essaie de remonter aux origines du mythe arthurien, c'est-à-dire qui c'est le premier ou les premières traces. Et il disait mais en fait il y a quelque chose de très bizarre qui s'est passé, c'est que justement ces moines copistes qui recopiaient des textes, il y en a un genre au XIe siècle qui a pris un texte d'une vieille légende un petit peu où il y avait un peu des chevaliers vite fait et en fait il a triplé la taille du manuscrit il a recopié mais il a rajouté des trucs et en fait c'est une des premières occurrences vraiment du mythe arthurien, c'est-à-dire c'est ce processus de on prend un texte, on le recopie en l'améliorant
Et ça a donné naissance après, enfin naissance. Est-ce que c'est vraiment la naissance? Mais en tout cas, tu vois, ça a augmenté le mythe arthurien avec plein d'éléments. Il y a plein de chevaliers qui se sont rajoutés, il y a plein de trucs comme ça qui sont apparus dans simplement le fait de recopier ce texte avec cette telle liberté, quoi, qui était donnée. C'est un peu la même chose avec un la siècle Cité plus tard, 10, on avait les fanfictions. Non, mais c'est ça, ouais, le lien entre fanfiction et simplement recopier une œuvre, c'était. Très bien, très bien. On a un peu la même chose avec la Cité 10. Vivien, je reviens vers toi. Tu as critiqué en fait le statut du traducteur et oui. Et donc tu en as fait l'une des causes en fait, peut-être difficulté de la traduction en francophonie au moins. Oui, ouais, peut-être. Oui, si, peut-être. Quel serait le statut rêvé pour le traducteur dans un monde idéal? Est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait faire c'est assez évident. Alors, non, mais traducteurs syndiqués qui imposent des conditions décentes à leurs patrons, bon Dieu. Ok, d'accord. Merci Jérôme. Il y a un truc que je décris toujours. Alors après, ça marche pas exactement pour le jeu de rôle. Le jeu de rôle est à la fois protégé dans sa mélasse, quoi, en quelque sorte, puisque on part du principe que le jeu de rôle ça rapporte pas beaucoup et que donc du coup le traducteur accepte de toute façon d'être mal payé pour faire son travail. Mais au moins quelque part dans le jeu de rôle, j'ai affaire à des personnes humaines qui m'embauchent et qui me disent voilà, je te confie tel texte, t'es payé tant, quoi. Dans le monde réel entre guillemets de l'internet maintenant, la plupart de beaucoup de traductions sont faites par le biais de sociétés de traduction qui sous-traitent donc auprès de freelance, quoi, comme nous, et qui sont embauchés par quelqu'un d'autre, une tierce personne qui, elle, a besoin d'une traduction. Et là, pour le coup, comment ça se passe dans ce domaine-là? Et là, pour le coup, je vais plus décrire l'horreur c'est que ils ont pour entrer dans ces agences de traduction, il faut leur envoyer un mail, ensuite on passe des examens, enfin, tu vois, comme un entretien d'embauche en quelque sorte, et au bout d'un moment, on détermine si on est apte ou pas à rejoindre la société. Mais une fois qu'on a rejoint l'agence de traduction, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un mailing. Donc ils envoient à tous leurs traducteurs correspondant à la langue en question leur offre d'emploi pour dans un jour ou deux, généralement des fichiers assez courts pour genre 100 €. Et si tu réponds pas dans les 15 minutes à peu près, tu n'as pas le boulot. Puisqu'ils en ont tellement qu'au final, il y aura toujours quelqu'un pour répondre très très vite dans les conditions. Le tout évidemment est payé extrêmement mal. Plus mal que dans le jeu de rôle, enfin, ou à peine mieux, et puis de toute façon dans des conditions. Donc voilà, c'est à peu près, ça peut être pire. Il peut y avoir un site carrément quasiment automatisé où il y a des bouts de phrases à relire parce que ça a été passé à la traduction de Google et où tu dois te connecter régulièrement pour voir s'il y a des phrases, et s'il y a une phrase en question, tu cliques vite avant que quelqu'un d'autre le fasse, et pour être payé 20 centimes à peu près. J'avais une question là-dessus justement, Vivien. Est-ce que tu penses pas qu'un jour le rôle des traducteurs sera subtilisé en fait par les IA? Non, parce qu'en fait, il sera subtilisé par les relecteurs. Les IA feront une traduction pas terrible et les relecteurs passeront derrière beaucoup moins bien payés pour corriger les erreurs de l'IA. Ah oui, je pense pas que l'IA soit capable un jour il y a trop de paramètres, de difficultés, de nuances, de machin pour vraiment. Mais tu auras toujours besoin d'un relecteur derrière. Après, tu peux actuellement Google Traduction est arrivé à des niveaux tout à fait impressionnant, quoi. Oui, puis il y a un truc qu'on a dit aussi, c'est attention, il n'y a pas de traduction idéale. Ouais, c'est ça. Le premier point. Et donc en fait, les traductions, c'est des choix, c'est des prises de position. Exactement. Et donc, il y a un moment donné, il faut ça, quoi. Il faut se mettre d'accord. Ouais, mais en deep learning, a priori, une IA, elle est capable, au bout d'un certain temps, d'identifier ça, après, c'est un texte de jeu de rôle. Si on arrive à la singularité, oui, effectivement, peut-être qu'on se fera dégager. Non, mais il y a ça, quoi. Ça veut dire, là, on parle de vraiment d'intelligence artificielle au sens d'intelligence artificielle et plus juste. Non, tu peux apprendre à une IA à te dire, ceci est un texte de jeu de rôle. Attends, enfin, Darky est dans le public, il peut le confirmer. Mais c'est quoi un texte de jeu de rôle? Même nous, on n'est pas d'accord dessus, tu vois. Ben, un texte dans lequel, par exemple... Il arrivera à la ranger dans la famille de tout ce qui ressemble vaguement à ce qui est rangé dans le texte de jeu de rôle. Mais ça règle pas le problème. Une fois qu'il sait que c'est un texte de jeu de rôle, ça résout rien. Enfin, rien. Ça résout très très peu, en fait. Bah, il peut appliquer... Par exemple, il peut se dire, on va faire un tableau Excel avec, par exemple, des compétences, ou alors on va aller chercher les textes, les traductions précédentes. Par exemple, il identifie que c'est un RuneQuest. Il voit en fait que c'est RuneQuest, un JDR. Il va chercher dans la traduction JDR tous les RuneQuest qu'il trouve. Il va regarder comment les termes sont traduits et il va faire la même traduction. Les traductions, elles sont protégées quand même.
Ah, ça c'est intéressant. Vas-y, développe ça. Oui, mais tu rachètes les droits et puis après tu prends ton ordinateur pour traduire. C'est vrai que Google n'utilise pas du tout comme big data des données protégées. Ça, c'est certain. Oui, non, mais après, il y a, je sais pas exactement comment l'ironie, mais je veux dire, c'est vrai que dans le milieu du jeu de rôle, qui est un petit milieu, si tu veux, les traductions sont protégées. Et je sais que par exemple, quand ils avaient retraduit Deadland, ils n'avaient pas pu reprendre la traduction de Multisim. Ils n'avaient pas les droits de la traduction de Multisim. Ils avaient dû refaire une nouvelle traduction et retraduire aussi certains termes techniques d'une manière différente pour ne pas reprendre la même chose. Donc du coup, parce que si tu traduis de la même, si tu traduis de la même manière, on va considérer que tu as copié. Ça peut se prouver au bout d'un certain temps. Ça. C'est-à-dire que même si ça se trouve, la traduction était très très bonne au départ et ils ont été obligés de la. C'est souvent pour ça que dans les romans ça change quoi. Les traductions. Je pense qu'il y a. Typiquement, ils disent que c'est pour moderniser. Dès que tu vois les noms propres qui sont changés en général alors qu'ils étaient pas mal, c'est qu'il y a des problèmes de droit en fait. Un statut auquel je pensais pour toi, c'est le statut de traducteur 2. C'est-à-dire qu'en fait, on attribuerait à quelqu'un l'intégralité de la traduction d'un auteur. Par exemple, on dirait OK, Vivien Féasson, traducteur officiel de Ron Edwards. Y en a... non mais pourquoi c'est le premier auteur américain qui m'est venu en tête. Mais tu vois, l'idée est comme ça, avec ce statut-là, si tu veux traduire un jeu de Ron Edwards, tu dois faire appel à Vivien Féasson. Dans la loi. Et donc, du coup, il est en position de force pour négocier son salaire. Ok, mais j'ai commis quel crime pour... mais dans ton histoire, là. Est-ce que tu vois l'idée? Oui, je vois l'idée. Après, il y a tellement de raisons pour lesquelles ça pourrait se transformer en enfer que... Enfin, je veux dire, si t'es mal payé, qu'on t'oblige... Ron Edwards devient un odieux fasciste et tu te retrouves obligé d'être le traducteur. Allez, c'est toi le traducteur officiel de Ron Edwards. Juste comme ça, il faut savoir que dans le milieu du cinéma, il arrive quand même que les producteurs ou les réalisateurs imposent des traducteurs ou des directeurs artistiques quand même. Ce qui est le cas, par exemple, j'avais lu ça sur le dernier Tarantino. Tarantino a imposé le directeur artistique pour la VF de son film. Et puis en fantasy, jeu de rôle, ça se fait pas. En roman, typiquement fantasy, c'est pas contractuellement obligatoire, mais tu sais que telle personne traduit tel auteur ou telle autrice très 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 régulièrement et du coup tu lui files le texte suivant parce que en plus l'auteur et l'autrice est elle-même en contrat avec l'éditeur, donc du coup c'est toujours le même éditeur qui traduit. Enfin bon, il y a comme donc, ça des. Ça existe déjà des traducteurs officiels en tout cas c'est officieux, mais voilà. On parlait de celui de Pratchett tout à l'heure par exemple. Ouais, typiquement ce serait idiot de le filer à quelqu'un d'autre. Tu vois, ce que je proposais, c'est un truc un peu plus fort où on crée un statut légal de traducteur de façon à mettre le traducteur en position de force dans la négociation avec un éditeur. Mais alors ça c'est l'auteur qui va l'imposer en fait. Tu vois, jamais l'éditeur il va faire ça, parce que l'éditeur se mettrait en position de faiblesse par rapport. Exactement. C'est vrai que tu vois, si un jour t'as un auteur de jeu qui dit moi je veux tel traducteur, c'est-à-dire que ce traducteur est en mesure d'imposer ses tarifs aussi, tu vois. Enfin, c'est pour ça que je propose ça, c'est pour revaloriser. Et après ça, malheureusement, les auteurs américains, ils s'en battent les steaks en général de leur traduction en français. Je veux dire, les auteurs français qui ont des jeux traduits à l'international, ils vont pas voir non plus. Je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire, en fait, la traduction anglaise, tu sais que tu t'ouvres à un marché hyper important. En tant que français, tu peux pas. En réalité, Romaric, ça marche pas comme ça en fait, parce que en gros, la culture américaine est dominante, en gros, ou anglo-saxonne si tu veux, et donc les anglo-saxons traduisent très peu vers eux et en ont rien à faire en quelque sorte, à part de l'argent, quand on traduit dans les autres langues. Et à l'inverse, évidemment, un Français qui est traduit en anglais, lui, il va être tout fou. Sauf qu'il y a très peu de livres qui sont traduits en français, en anglais, je veux dire. Donc du coup, il y a très peu d'auteurs qui sont tout fous à ce niveau-là. Je pense à Sphinx, par exemple. Donc en général, ils vont être traduits dans des langues du coup de culture jugées comme inférieures aussi. Donc le français va s'en foutre, lui, à son tour, des cultures moins rayonnantes que le français, et etc. Tu vois. Oui, il faudrait que l'auteur soit déjà bilingue pour bien apprécier la traduction, si tu veux, et pouvoir l'imposer, quoi. Après, on parle de jeu de rôle. Moi, j'ai Perdu sous la pluie a été traduit en italien. J'ai discuté avec le traducteur qui s'en est chargé. On a discuté, c'était super intéressant et tout ça. Mais là, c'est parce que je suis un auteur de jeu de rôle, donc je suis pas du tout en mode je me la pète et wow, trop bien, je suis traduit en italien. Comment vous faites ? T'as été voir aussi déjà ces traductions, voir quel genre de trucs ils traduisaient, j'imagine. Non, pas à ce point quand même. Non, pas à ce point. Non, je parle pas italien. Je parle pas italien. Bon, ma compagne parle italien, voilà, et du coup, bon, elle m'a aidé un peu, mais sinon, sinon, je lui ai fait confiance, quoi. Tu vois, par exemple, dans le cas de Fabien, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'un de ses. Alors, je sais pas, c'est pas son traducteur, mais c'est un relecteur en fait de la traduction.
Et il l'a, pour ainsi dire, choisi. Voilà, c'est un auditeur de la cellule qui vit aux États-Unis. Parce que là, il sait qu'il est. Non mais. Parce que là, Fabien, il traduit vers l'anglais, tu vois. Oui, donc, tout à fait. Aussi. Donc ça veut bien dire que quand on traduit vers une langue, j'aime pas trop cette hiérarchisation inférieure-supérieure, parce que au final, on traduirait ton jeu en chinois, tu serais très attentif. Je suis pas sûr en fait. Tu vois, je pourrais pas, mais j'aimerais bien, tu vois. Le nombre de locuteurs qui fait. Moi, je pense que c'est la proximité en réalité qui fait la pertinence de l'importance que tu évalues. Bon, bref, mais tout ça pour dire que on peut aussi choisir son traducteur en fonction d'affinité. Tu vois, on te dit, ah ben mon traducteur, il écoute la cellule régulièrement. Ok, je sais qu'il connaît bien mes théories, qu'il m'a écouté, qu'il sait qui je suis, et donc je peux avoir. Parce qu'il a eu beaucoup de choix. Résolument. Fabien, il y a eu plein de gens qui se sont postés, qui ont postulé. Il s'est dit, je vais plutôt prendre le petit de la cellule. Il connaît bien ma théorie, tu vois. Le choix qu'il a eu, c'était non, je ne le fais pas traduire. Ouais, c'est ça, quoi. En général, et ça tombe bien, ou peut-être que c'est cool, c'est quelqu'un de la cellule. Enfin, c'est ça le problème, quoi. En fait, t'as pas de choix. Moi, quand j'ai essayé de faire traduire mes jeux en anglais, j'ai trouvé personne, quoi. Ou alors très 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 peu de gens. Non, mais par contre, je comprends parfaitement ton point sur les Anglais s'en foutent. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, quelque part, la domination culturelle fait que n'encourage pas, en tout cas, On a vraiment pu l'observer, ça. Très bien. Tu voulais aborder d'autres points sur la traduction. Est-ce que tu as des chiffres parce que tu dis qu'un traducteur est mal payé, mais je pense que les auditeurs réalisent pas en fait. Bah alors attends, du coup, comme ça de tête. Son micro. Il n'a pas le droit de commenter. Putain, il part par la fenêtre. Rattrapez-le. Non, alors du coup. C'est compliqué parce qu'il y en a qui raisonnent en feuillet, donc 1500 signes de façon simplifiée, et d'autres en signes. Alors attends, si vous avez un sujet annexe ou si vous voulez parler du truc, le temps que je sorte mes chiffres, parce que j'ai un tableur. Ok. Peut-être que tu peux pas dire les chiffres exacts, mais peut-être Vincent, tu peux nous parler de la façon dont vous rémunérez. Tu vois, est-ce que vous rémunérez au signe ? Est-ce que vous rémunérez comment ça se passe ? On rémunère au signe, ouais. Voilà, d'accord. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple. Valentin, tu voulais ? Ouais, c'était pour meubler le temps que Vivien retrouve ses notes. Je repensais en fait à cette histoire d'IA. Et il y avait une phrase une phrase d'un traducteur qui disait mais en fait l'IA c'est pas un truc qui est en compétition avec les traducteurs. C'est comme si tu disais genre un bouquin bilingue, tu sais, français-anglais, anglais-français. Est-ce que c'est un truc qui va remplacer là ? Non, c'est un outil super efficace pour t'aider en tant que traducteur. Donc en fait le traducteur, il y a tout un tas par exemple de termes qui sont rébarbatifs que tu vas recopier parce que il y aura toujours un humain à la manette. Voilà. Alors l'idée c'est que le traducteur n'aura plus qu'à faire le travail qui est vraiment celui de faire ses choix, tu vois, signifiants. Il disait mais c'est un super outil et c'est une super opportunité de pas faire un travail rébarbatif et de ne plus que faire un travail qui est celui qui est vraiment signifiant, qui est le travail humain, qui est celui du choix, Bon, alors c'est une vision très positive de l'IA. Moi, j'ai pas tellement d'avis dessus, mais je tenais un peu à dire. Il disait non, il y aura pas de remplacement complet de ce travail-là, quoi. Darky. Un petit contre-exemple rigolo, dernièrement, Amazon, sur sa plateforme Amazon Premium, propose des films et n'a pas voulu embaucher de traducteurs ni de doubleurs. Donc certains films ont été traduits automatiquement et doublés par Alexa. Donc ça donnait n'importe quoi, c'est-à-dire que j'ai cru voir que c'était terrible ce truc. Donc il y a un film aujourd'hui, je crois qu'il a été retiré, mais du coup il est dispo quoi, qui est traduit par Alexa d'une même voix. Alexa c'est quoi ? Alexa c'est l'assistant, l'équivalent de Google Home de Google. Enfin donc c'est Alexa, tu lui demandes quelque chose et puis elle te répond d'une voix synthétique, elle lit la page Wikipédia qui correspond à ta réponse. Mais bon, c'est un bon synthétiseur vocal. Donc tu as une voix féminine, il me semble, qui est capable de sortir une phrase et de la lire en français plutôt bien, en anglais plutôt bien. Là, donc le film, qui n'est pas anglais à la base, je crois, mais en tout cas qui a été traduit en français, traduction automatique, puis lecture automatique, avec la même voix pour tous les personnages. Voilà, ça donne n'importe quoi. En l'occurrence, je pense qu'il y a un traducteur qui n'a pas été payé là-dessus, du coup, tu vois, quelque part. Oui, mais tu vois que là, il n'y a même pas eu de relecture, là, vu le résultat, c'est pas possible. Donc ça a pris la place quand même. Il y a une idéologie au sujet de l'intelligence artificielle derrière, quoi. C'est-à-dire, on a la croyance que l'intelligence artificielle est capable, tu vois, de faire des traductions. J'ai peur que ce soit pas une idéologie. Je crois que c'est vraiment le problème là pour le coup. Ça relève presque du problème des plateformes de streaming qui doivent proposer du contenu, mais tellement que. Cherche tes notes, toi.
Oui, mais je les ai en plus. J'ai tout devant moi. Et voilà, qui du coup se moque bien que la traduction soit bien ou mal faite, parce que de toute façon le contenu il part du principe que personne ne le regardera, ou enfin c'est des trucs juste pour faire gonfler le catalogue et donner l'impression que. Alors, vous vouliez des chiffres? Vincent voulait juste non, vas-y, Vincent. Ouais, moi je voulais juste. Tu voulais donner des chiffres? Vas-y, Vincent. C'est courageux après cette déclaration. Écoute, on leur envoie des livres de jeux et voilà. Ah, voilà. Oui, en plus. Mais non, juste pour dire que bon, dans le milieu du jeu de rôle, on n'est pas Amazon, tu vois, si tu veux. Et il faut savoir que nous, on essaye un maximum de garder nos traducteurs et de bosser avec les mêmes. Déjà parce que c'est pas si facile que ça de trouver de bons traducteurs. Et puis parce que c'est aussi du temps de gagner après dans le process de traduction. C'est-à-dire, par exemple, sur un jeu comme 7ème Mer qui fait 11 volumes, si c'est le même traducteur qui fait tout, le traducteur connaît l'univers. Je pense qu'il meurt s'il fait tout. Ouais, je pense que tu en as quand même plusieurs, même en les fidélisant. Non, mais il y en a plusieurs. Mais ce que je veux dire, c'est que si je change de traducteur à chaque bouquin, ça veut dire que le nouveau traducteur doit s'accaparer le background qui est déjà sorti. Enfin, tu vois, cette traduction va forcément prendre plus de temps. Complexe, Donc, du coup, nous, alors il y a un gain humain, évidemment, à toujours travailler avec les mêmes personnes, c'est quand même mieux. Mais il y a aussi un gain dans le process de traduction. Voilà, à toujours bosser sur. Donc là, quelque part, le statut de traducteur, dans le tout petit milieu du jeu de rôle, finalement, c'est ce que disait bien tout à l'heure, il est peut-être un peu mieux que chez les grosses compagnies. Quoi, ouais. Et un petit point, est-ce que le traducteur doit playtester le jeu avant de le traduire? Pardon. Non mais excuse-moi, non mais c'est. Non mais non, bah du tout. C'est une question. Non, donc du coup. Est-ce qu'il a le temps déjà? Bah ouais. Moi je trouverais ça important par exemple. Oui, non mais moi je trouve ça intéressant et important. Bien sûr effectivement, mais est-ce que concrètement le traducteur ou la traductrice a le temps de faire ça? On est d'accord que c'est mieux, mais que c'est pas une obligation. Même la question, est-ce que le traducteur est obligatoirement un rôliste? Voilà, tu vois. Ouais. Pas mal. Nous, la question s'est posée, alors toujours sur 7ème Mer, puisque l'une des traductrices n'est pas un peu rôliste, mais pas spécialement, mais sur des suppléments uniquement de background. Est-ce que c'est dramatique si elle ne joue pas beaucoup au jeu de rôle? Bon, a priori, non. Ouais, voilà. Enfin, si c'est Bon, vraiment, voilà, si c'est vraiment au sens à l'ancienne, supplément de background avec vraiment pas de règles et que. À l'ancienne, ça veut dire quoi? En opposition à un jeu de rôle moderne, c'est ça? Putain, tu m'as pourri la tête. Mais moi, j'ai une autre définition de moderne que j'ai pas eu l'occasion de donner. Voilà, c'est tout. Vivien. Donc je me base sur ma définition. Tu veux des chiffres alors? Tu veux tous mes chiffres? Non, je peux pas donner tous les chiffres. La tête. Non, alors. Par exemple, typiquement des minima, je vais commencer par le plus haut que j'ai à peu près. Donc, les minima du site Translators Café, on va commencer comme ça, c'est 30 € par feuillet. Pas très important, on va commencer à descendre. Ensuite, c'est quoi un feuillet? Un feuillet, c'est 1500 signes, sauf que théoriquement, le feuillet, c'est en gros une page de roman. Donc, ça veut dire qu'il y a des fois des pages où il y a moins de texte parce que c'est en fin de chapitre, et d'autres fois, il y en a plus. Enfin, des fois, il y en a autant. Mais en tout cas, au maximum, c'est 1500 signes. Normalement, un feuillet numérique, c'est donc vraiment 1500 signes cash, quoi. Vraiment, là, pour le coup, sans diminution, c'est censé être payé un peu plus. Donc, c'est pour ça, quand ils disent feuillet, il faut voir ça comme... normalement, tu majores un petit peu si vraiment tu comptes vraiment 1500 signes. Genre, sur ton Word, tu tapes combien j'ai de signes, c'est ça, quoi. Bon, évidemment, maintenant, la plupart des trucs sont faits sur Word, et donc, du coup, on compte. C'est une façon aussi de diminuer, de dire, ah, mais oui, mais c'est pareil, 1500 signes. Sauf que dans un bouquin, il y a plein de passages vers la fin du chapitre ou au début du chapitre où tu as la moitié du truc qui est coupé parce que tu arrives à la fin, quoi. Tu vois, tu sautes une page et puis tu vas à la page suivante pour mettre le titre du chapitre et ensuite, etc. Juste pour préciser pour les auditeurs, signe, c'est pas mot, quoi. Toi, c'est le nom. Non, c'est vraiment ça compte les espaces. Ouais, ça compte les espaces. Caractère, compris, quoi. Caractère, ouais. Les points, ensuite, les virgules, tout ça compte. On arrive au truc officiel, vraiment. Merci là pour le coup du comment ça s'appelle donc il y a l'ALF qui est le groupe de scénaristes, enfin syndical de scénaristes, mais tu as aussi le truc du livre, Centre national du livre, qui en gros propose aux traductions, alors ça marche pas pour le jeu de rôle malheureusement parce qu'ils considèrent que le jeu de rôle n'est pas un livre mais un jeu de société ou un jeu. D'accord. Ouais. Si tu payes 21 € ton auteur et que ton dossier est à peu près béton, tu as la moitié de ta traduction qui est payée par l'État. En gros. Ça, c'est pour les livres. Ça, c'est pour les livres. Donc déjà, le jeu de rôle, il n'y a pas droit. Donc déjà, on se fait déjà, enfler. Boum. Allez, ça commence, hop là, se cache. Tu veux dire que potentiellement, les traducteurs sont payés par moitié par l'État en France pour encourager la traduction. Ah oui, d'accord. Tout ça c'est super intéressant. Et encourager quelque part un meilleur... Ok. Par contre, si tu payes ton traducteur... de la France à la culture mondiale, en fait. Par contre, si tu payes ton traducteur 20 €, ben, tu peux pas demander. Ton traducteur 20 €? 20 € par feuillet. Ah, par feuillet, ah oui. Ouais. Attends, tu veux dire que si tu les précarises de ouf et que tu les payes mal,
C'est-à-dire on si va tu les pas payes les 20 aider. €, ça vaut pas le coup parce que t'as pas l'aide. Donc autant les payer 10 ou 11. Ah oui, d'accord. mais Parce il y a un que effet du de coup, seuil, quitte en à fait. pas avoir l'aide, Ouais, mais ça se passe vraiment, Oui. cet effet de seuil? Bien sûr. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que oui, si t'es à 20, évidemment, tu vas passer à 21, mais généralement, du coup, comme toujours, le problème des aides, c'est que malheureusement, ça encourage des gens moins. Voilà, donc ça, c'est 21 €. On va dire, là, pour le coup, c'est le truc où t'es bien payé, grâce en partie à l'État, mais voilà, t'as quand même un bon statut. Du coup, t'as généralement genre 6 mois pour traduire un bouquin. Ça me paraît pas mal, quoi. Et tu peux te dire, bon, j'y passe quand même 6 heures par jour. Parce qu'un bouquin, ça fait combien de signes? J'en sais rien, en fait, dit comme ça. Bon, bref. Ça dépend évidemment du livre. Il mais faut compter, imagine que on c'est a dit énorme, par quoi. feuillet. Tu multiplies par 21 le nombre de pages à peu près de ton bouquin. T'enlèves les pages vides et les pages de sommaire et de conneries comme ça. Mais t'as à peu près le prix que ça peut coûter. T'as déjà traduit des bouquins, toi, Oui. Vivien? Mais pas à ce prix-là. Voilà, d'accord, ok. jamais, ne serait-ce que près de ce prix-là. Et ça t'avait rapporté combien de traduire un bouquin Tiens, t'as je vais y peut-être venir. pas le droit Attends, de on est en train de Si, si. descendre. Ok. On va y arriver. Pour que les auditeurs réalisent, quoi. 15 €, c'est à peu près les bons éditeurs de trucs de genre, fantasy et SF, quand tu commences à taper dans des trucs plutôt corrects. 15 € le feuillet. Le feuillet. 12, c'est à peu près le tarif bas, quoi. Donc déjà, on est à la moitié, quoi, à peu près du 21. Donc typiquement, je crois que il me semble que Brajlon, c'est à peu près dans ces tarifs-là. Ça 15 dépend à € peu le près entre feuillet. 13 et 15, quoi, suivant les gens, les projets, tout ça, quoi. Un truc que je comprends pas, quel intérêt de payer quelqu'un 12 €? Parce que je pense que t'es pas sûr d'avoir l'aide. Tu vois, il faut d'abord que tu le payes et ensuite tu fais ta demande. Donc il y a une sorte de prime de prise de risque ou un truc comme ça. Il y a une sorte de coût administratif, quoi. Voilà, qui est peut-être. intégré Là, un peu dans j'avoue une certaine mesure. que. Mais en tout cas, je Ça pense semblait que. pas très rationnel, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, parce que si à partir de 21, l'État t'en rembourse 50%, on est d'accord mais ça que doit du pas coup être c'est 6, 10,50 ça doit pas être le Il seuil. n'y a aucune raison de payer entre 20 et 11 €. Ouais, c'est ça. 10,50. Théoriquement, en termes de calcul Théoriquement. économique, quoi. Ouais, ok. Mais là, t'avances la thune et après, tu demandes l'aide et tu l'as ou tu l'as pas, Oui, quoi. non, mais Sachant qu'en plus, tu dois pouvoir défrayer certaines. Par exemple, imaginons que ton traducteur soit freelance. Mhm. Tu peux lui demander une facture. Ouais, bien sûr. Tu lui demandes une facture d'ailleurs, dit Tu lui Vincent. demandes une facture, Voilà. obligatoirement. Ouais. Et du coup, la facture, tu dois pouvoir en tant qu'entreprise défalquer la TVA. Enfin, tu vois, Peut-être, et puis il faut pas non plus enlever de la possibilité qu'il y ait des maisons d'édition Non. qui travaillent plus fréquemment avec le Centre national du livre, et puis d'autres qui sont moins dans les petits papiers, qui ont moins souvent. Enfin bref, Ah ouais, il y a d'accord. peut-être des moments, et puis c'est pas dit que les éditeurs fassent le boulot qu'il faudrait qu'ils fassent. Souvent, hein. les traducteurs sont auto-entrepreneurs, donc du coup. Ouais, la TVA. TVA. rien Ah à oui, foutre. normalement, Ouais. moi, dans le cadre du jeu de rôle et tout ça, c'est plutôt des tarifs de droit d'auteur en fait. Et du coup, c'est un autre système que. Ouais, c'est un autre système, ouais, ça dépend. Donc, on continue de descendre. Ouais, là aussi. Parce que là, on a parlé que de. Après, t'es freelance. L'État hein, français, c'est un peu enfin, en termes d'impôts, de manière de payer, de machin. Ouais. C'est pas simple. Hein. C'est un peu. Alors 10 €, on commence à taper dans le haut du panier. Alors pour que je dis rien pour Vincent, du jeu de rôle, de ce que j'ai vu. À peu près 10 Alors, € le c'est-à-dire feuillet. que tu dis pour le monde du livre, c'est 13-15 euros. Ouais, dans le monde du la livre en moyenne. plus, j'ai dit Voilà, truc des pas livres de le truc genre, livres de prestigieux genre. quoi, livre Mais de alors 10 genre. euros, c'est pour le jeu de rôle quoi. Donc 10 on est, €, en- ça on est commence en pour être le jeu de inférieur rôle. au genre. Moi, les meilleurs tarifs que j'ai eu en jeu de rôle, c'était 6 €. 10 euros le feuillet. Non, 6 là maintenant. Oh, J'ai déjà attends, descendu un peu plus. 6 euros le feuillet. C'est le meilleur Ouais, tarif c'est le que meilleur t'as eu, tarif que j'ai eu. ça Ok. Avant ça, c'était plutôt 3,75. Donc on a bien descendu. Attends, Et attends, je suis descendu aussi bas que pour du jeu de rôle que 0,70. 0,68 pardon, si tu veux. 0,68 le feuillet. Sachant qu'en roman, le plus bas que je sois descendu, c'était 1. 1,1, pardon. Attends. Dans le temps, ça se répartit comment ces chiffres? C'est-à-dire que plus ça va, moins ça va? C'est-à-dire plus ça va, moins t'es bien non, payé? là, je suis parti ou- du plus haut en descendant. Là, donc, Voilà, d'accord, ok. Là, Ok. c'est Mais mon c'est- tableur qui est classé Et la, par sous. Hein. et la répartition est Et aléatoire. homogène, Ouais. aléatoire. Après, sur les plus bas et tout ça, t'as le côté on va faire un truc dont on sait qu'il va pas vendre beaucoup. C'était affectif, tu t'es dit, allez, je vais les aider. Il y a mi-affectif et soyons honnêtes, mon CV il a besoin de mettre des trucs dedans, donc du coup je vais dire oui. Et puis ça tombe bien, un traducteur déjà installé, il a dit oui, lui pour des raisons affectives vraiment,
donc tu te sens un peu plus légitime à accepter des tarifs complètement aberrants, parce que bon, là, on est à 21 fois plus bas que le truc minimum. C'est pour ça que pour traduire les 3000 pages de Fatal, t'as été payé que 70 centimes. Non, mais là, je l'ai fait pour moi. D'accord. Celui-là, c'est cadeau, c'est pour l'humanité. Merci, Vivien. Ouais, donc c'est quand même intéressant. Okay. Voilà, donc tu vois, ça descend. On descend dans les limbes. Mais voilà, donc typiquement. Mais c'est pour le jeu de rôle. C'est ça. Donc typiquement, par contre, quand je traduis par exemple un bouquin sans détour, alors après, il y a un côté. Quand je traduisais, puisque sans détour maintenant c'est plus compliqué pour Cthulhu, quelque part c'était l'usine. Donc je cite toujours l'exemple, je crois que je l'avais cité, je ne sais plus, un colloque sur Lovecraft. L'exemple du livre, c'était. Je me souviens plus, sur Delta Green. Et je traduisais à un moment à toute vitesse, quoi, parce qu'il y a un moment, il faut traduire. Le bouquin, il va être payé peut-être 5 000 €, donc il faut en 2 mois et demi que ce soit plié, quoi. Et puis c'est des gros pavés, les jeux de rôle. C'est du A4 écrit Police 4 avec des marges écrites et tout ça. Et quand tu commences à traduire des histoires de vers qui rentrent dans l'anus des méchants pour les rendre difformes et tout ça, il y a un moment où en fait tu deviens fou. Oui. Donc je suis devenu à moitié fou en traduisant du Cthulhu. Quoi. J'ai fait des jets de scène en traduisant du Cthulhu parce que juste à la vitesse machin, et vous demande qu'est-ce que je traduis, qu'est-ce que je fais, quelle est ma vie. Excellent. Mais voilà, bon, ça c'est un élément quand même important malgré tout de la traduction, c'est que moi ça m'est arrivé, enfin ce que je disais là, le mois dernier, j'ai traduit non pas pour que du jeu de rôle, mais pour du jeu vidéo, de l'adaptation, où les mecs te disent pour dans 2 jours un truc à 100 balles où t'as 3000 mots à traduire, hop, tu traduis ton truc en vitesse, en plus les mots ils sont déconnectés parce que c'est du jeu vidéo, donc c'est que des micro-phrases déconnectées de contexte avec des screenshots de temps en temps quand ils sont gentils, et puis ils les remettent toutes les 3 heures, donc il faut que tu reviennes voir s'ils n'ont pas rajouté des précisions sur les 3000 mots en question. Et puis à un moment, à la fin, ils disent on est un peu déçus par la qualité, elle n'est pas au niveau qu'on attendait. Bah écoute, va te faire comment dire, si tu me payes mal, en fait, je vais pas juste te faire ton café, quoi. Ouais, je comprends. Et c'est fou. Okay. De toute façon, globalement, souvent plus les sous descendent, plus les exigences sont hautes en réalité, parce que après tout, si t'en es à demander aussi, autant pourquoi pas demander un peu plus. Est-ce que tu prends du plaisir à traduire des choses ? Ça va dépendre. Ou est-ce que c'est vraiment un exercice que tu qualifierais de contraignant, d'ouvrier presque ? Tu vois, t'es un ouvrier de la littérature. Là, pour le coup, on touche aux conditions. C'est-à-dire que moi, traduire même un bouquin pas génial, je prends un certain plaisir. Par contre, traduire à toute vitesse. Excuse-moi, mais moi, complètement néophyte, je me dis, ça doit être chiant. Parce que c'est ce qu'on disait, il y a des micro-choix à faire en permanence, des arbitrages, des choses comme ça. Voilà, tu te fais plaisir des fois. C'est pas forcément que tu le fais exprès, mais si tu veux, t'as une référence culturelle qui te vient et tu la cases comme ça parce qu'elle passe bien dans le truc, donc t'es content, t'as ta petite touche. Tu te sens intelligent quand tu te dis c'est le plaisir de trouver le mot juste ou le terme juste qui correspond en tout cas ton idéal de la traduction. Valentin. En fait, il y a un truc dans le podcast là, c'est en fait traducteur, c'est aussi un travail d'auteur dans une certaine mesure. C'est pas. Alors dans ce cas-là, pourquoi ils jouent pas au jeu qu'on leur demande de traduire alors ? Parce que on est auteur, on n'est pas joueur. Je veux bien Valentin, mais alors dans ce cas-là, pourquoi ils jouent pas au jeu ? Pourquoi ils peuvent jouer au jeu ? Tu crois que je joue à mes jeux, pardon. Ouais. Oui, mais si tu veux. C'est ça. Alors c'est auteur, pas auteur de règles ou pas auteur, tu vois, pour tester les règles. C'est-à-dire que après tu peux tester la transmission, donc effectivement il y a des relecteurs, il y a des gens après derrière qui vont évaluer effectivement la qualité de la traduction. On ne les teste pas, quoi. On n'est pas là pour tester les règles, voilà. On est là pour mais tester il y a un côté vraiment de choix et de positionnement parfois. On va prendre ce parti là et on va essayer de l'explorer, quoi. Il y a des traducteurs qui me disaient je suis parti sur un principe de traduction. Je sais pas si ça t'arrive toi, Vivien, comme expérience. Mais c'est quoi un principe de traduction ? C'était une discussion informelle dans laquelle il me disait j'avais plusieurs possibilités, plusieurs manières d'aborder la traduction d'un livre, et certains choix conditionnaient les autres choix que je faisais derrière, en fait. Et donc il a fallu à un moment donné partir dans une direction et s'y tenir, et c'était assez ludique en fait. Vraiment faire ce travail de base. Par moment, tu voulais revenir sur ton principe de base en disant merde, là ça fonctionne plus très bien, voilà. mais je vais le garder. Il y a un côté même. presque expérimental en fait de ludique, la traduction, quoi. Ouais, ludique.
Bah, ça, c'est dans le meilleur des cas. Si c'est vrai que quand t'as moins de temps, t'as moins de, malheureusement, moins de temps pour faire des choix. Tu en parlais moins de des conditions en fait, de travail. Quand t'as les conditions qui te permettent de faire ça, de te poser ces questions-là, je pense que ça peut être très ludique. Ouais, il faut trouver le bon mot, le mot juste. Il y a un côté habileté. Ah bah ouais, donc il y a bien sûr. Donc il y a du jeu. Tu vois, quelque part. Et t'es content quand tu trouves le petit truc. Et en plus, même si t'as pas beaucoup de temps. Et mince, j'ai oublié ce que j'allais dire du coup. Les principes, on parlait du principe. Bah, on parlait du principe. Je sais qu'en traduction, il y a aussi la notion de projet de traduction qui est un peu la même chose, mais un peu plus compliqué. Mais qu'est-ce que... Non, j'ai complètement perdu le c'est pas grave. Bon, c'est pas comme ça. Est-ce que tu voulais ajouter des éléments sur la traduction, ou est-ce qu'on a abordé globalement toutes les problématiques que tu voulais aborder? Moi, en fait, ce que je trouvais intéressant, parce que là, on a pas mal parlé de la traduction en général, et c'est vrai qu'il y a il y aurait encore plein de trucs à dire. Mais ah oui, non, ça y est, ça me revient ce que je voulais dire, mais bon, du coup, c'est juste qu'aussi, quelque part, il y a un côté reposant un peu en fait à être traducteur des fois, parce que là, il y a un auteur là-bas qui a pris en charge une partie des choses, et qui est un peu la partie des fois, pour moi en tout cas, la partie pas la plus chiante, mais la plus difficile, tu vois, trouver le contenu original, qu'est-ce qui va se passer là, tel personnage il va dire ça, ou telle règle. Bon, les règles j'aime bien en faire, bon, ça correspond peut-être pas tout à fait, mais d'écrire du background, et tu vois là, t'arrives, voilà, t'es juste là pour choisir les mots exacts, trouver une petite formulation chouette et tout, et c'est quelque part, c'est un peu reposant cet aspect-là. Alors c'est moins reposant parce que tu te niques les doigts parce que tu dois taper 8000 mots et que moi en plus je tape avec 2 doigts, mais à part ça c'est avoir un certain plaisir du style, avec du recul, c'est ça, et sans voilà, toutes ces contraintes à la et ça c'est assez chouette quoi. Très clair. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que ce qui m'intéressait, c'était quelque part, j'ai l'impression qu'on réfléchit pas beaucoup à la traduction dans le jeu de rôle. On considère que c'est finalement c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est ça. Mais encore plus finalement que dans le roman ou dans les trucs comme ça, quoi. On se dit pas qu'une traduction, par exemple, ok, on se dit en jeu de rôle, on va se dire tel passage il est super, il est traduit avec le cul et on comprend rien et enfin c'est naze quoi, tu vois. Enfin moi, je vais pas dire du mal de. Mais il y a 2-3 traductions où j'ai lu les trucs, mais, putain, je comprends rien à ce qu'ils disent. Pourquoi il n'utilise pas le même terme là et là alors que il n'y a pas besoin c'est le même, toujours que le livre soit traduit pour qu'on comprenne. Oui, on est d'accord, mais bon, si en plus derrière, et puis des fois, plus l'original est mauvais, plus la traduction est mauvaise parce que l'autre galère et qu'il n'a pas le temps et que du coup, ça donne une cata à la fin, quoi. Mais ça peut être aussi juste des termes, tu vois, qui sont traduits légèrement différemment, puis ce terme-là, puis ce terme-là, puis à la fin, tu as ta liste de compétences dont la moitié des termes ont un terme. Comme tu disais, Valentin, c'est un choix. C'est pas une mauvaise traduction en soi, parce qu'après tout, ça peut vouloir dire ça. Mais tu pourrais aussi le pousser dans un sens plus expressif, par exemple. Et rendre le jeu plus, j'en sais rien, peut-être trop presque. Et il y a des éléments comme ça qui pourraient être intéressants. Je pense que c'est plus une invitation à réfléchir à ça. Et il manquerait des exemples, il manquerait des études dessus. Là, c'est bon, moi, mais déjà, ça pourrait être intéressant là-dessus. Moi, je m'en suis rendu compte sur Paranoia, mais je pense qu'il y a d'autres éléments. C'est intéressant déjà tout ce que vous avez dit. Et puis, à travers la traduction, un élément qu'on n'a pas abordé, mais qu'on a eu l'occasion d'aborder avec Flavie au cours de la saison dernière, c'est cette affaire de transmission. Oui, la traduction en fait de ta tête dans le livre et dans les... Encore un autre sujet, si j'ose dire, mais qui est... Là, on tape dans la théorie de la traduction plus globale, qui peut toucher à beaucoup de choses, quoi. Vincent, Valentin, Natacha, des choses à ajouter? Si on a déjà bien fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a encore des trucs à dire? Je sais pas, j'aimerais trouver un truc super. Il y a plein de trucs, mais il y a plein de trucs. En fait, je trouve le thème de ce podcast intéressant parce que c'est. Bon, Vivien n'a pas arrêté de le dire, la traduction, c'est un peu le parent pauvre à chaque fois, quoi. Mais on voit ça. Tu parlais aussi du statut des traducteurs tout à l'heure pour savoir combien ils gagnaient. Mais en fait, c'est relativement simple. C'est à chaque fois, quand tu regardes comment sont rémunérés les gens, c'est qu'est-ce qui fait acheter le produit final, quoi. Si tu veux. C'est-à-dire pourquoi est-ce que dans le jeu de rôle, c'est les illustrateurs qui gagnent le plus, parce que c'est les illustrations qui font vendre, quoi. Plus que le travail du traducteur et plus que le travail de l'auteur aussi, si tu veux. Donc, oui, puisqu'on n'a pas dit, mais des fois le traducteur, enfin, compte tenu du boulot qu'on fait, on est quelque part mieux payé que l'auteur. Hein. Oui. Souvent. Un traducteur, et pour moi, si je suis payé autant qu'un auteur, je suis mieux payé qu'un auteur. Parce que j'ai pas le travail, tu vois, de réflexion derrière, etc. Les playtests, si on rapporte ça autant de travail, c'est laisse tomber, si tu rajoutes les playtests. C'est assez parlant aujourd'hui, c'est-à-dire comme la plupart des jeux de rôle sont édités par financement participatif, tu vas avoir les pages, tu as les crédits des illustrateurs, tu as les crédits des auteurs, traducteurs, c'est quand même très très rare quand tu as la liste, quoi. Ce qui prouve quand même que tout le monde s'en fout, quoi.
Tu vois. Et comme disait Vivien, c'est surtout remarqué quand c'est mal fait. Mais bon, quand c'est bien fait, c'est normal. C'est normal. Et là on parle du traducteur, mais derrière encore, il y a des relecteurs. Oui, bien sûr, carrément. Le parent pauvre, le parent pauvre. Et puis le nombre de fois où un problème de traducteur cause un problème de relecteur cause un problème de traduction. Enfin, je veux dire, le traducteur, il a la tête dans le guidon, il a l'anglais en permanence dans la tronche, donc du coup, il commence à faire des phrases à moitié en anglais, enfin à moitié avec une syntaxe un peu chelou qui pour lui semble normale parce qu'il passe son temps à lire le texte original. S'il n'y a pas un relecteur derrière qui a juste le texte français pour dire oula, ça pique là, c'est pas possible quoi. Et c'est vrai que culturellement, alors je sais pas, peut-être que tu vas me contredire, mais moi j'ai quand même l'impression, pour beaucoup m'intéresser, notamment au milieu du cinéma, qu'il y a un vrai mépris quelque part pour la traduction, si tu veux. Tout le monde regarde tout en VO, enfin tu vois, j'achète les livres en VO, tout ça, et la VF, on s'en fout. Alors que, tu vois, de plus en plus, on se retrouve avec des VF qui sont torchés, quoi. Enfin, je veux dire, au cinéma, les bonnes VF, c'est assez rare. Et puis tous les trucs de J+1 dans le manga, dans la série, pour être, ça doit être l'horreur, quoi. Je pense qu'à une époque, il y avait beaucoup plus de temps. Enfin, tu vois, au cinéma, les VF dans les années 80, il y en a certaines qui sont complètement mythiques, quoi. Si tu veux, moi, il y a des films, je ne peux les voir. Toi, Retour vers le futur, je ne peux le voir qu'en VF, quoi. Je pense à Robin des Bois, Prince des Voleurs. On parle en plus du doublage derrière. Ouais, voilà, par exemple, quoi. Il y a des VF de chez Disney. Et d'ailleurs, il y a eu des scandales liés à ça parce que quand ils sont passés au HD et au Blu-ray, certains Disney et certains films type justement Robin des Bois des Princes des Voleurs ont été redoublés pour l'occasion. Le doubleur de Bugs Bunny des Warner Bros a été dégagé dans la version française. Juste un petit ajout comme ça, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Mr. Fox, qui est un amoureux de VF, et qui essaie de tordre le cou aux gens qui disent la VO c'est de la merde. Enfin, la VF c'est de la merde. Je suis d'accord. Valentin, pour te répondre au sujet de la culture, je pense qu'en fait il n'y a pas il n'y a pas d'incompatibilité, c'est-à-dire que effectivement il y a toujours cette croyance que la traduction texte à texte c'est un transfert automatique, quasiment automatique, mais en fait je pense que dans ce que tu évoques, les VO, en fait c'est le rapport à l'organicité, c'est la voix de l'acteur, l'émotion de l'acteur et l'authenticité mais en fait il y a beaucoup de gens qui regardent des VO mais qui les regardent avec des sous-titres en fait. Oui, donc l'idée c'est pas d'avoir le sens anglais en fait, de la langue anglaise. En fait les gens se contentent très bien des traductions. Donc ce qui est important, c'est tu peux ne rien comprendre à la langue orale, pourtant tu en as besoin dans ton expérience, dans ton rapport au film en fait. Donc c'est parce qu'il y a vraiment cette organicité de la parole en fait, de la parole acoustique. Et je pense que c'est ça la grosse différence entre effectivement les VO en film qui sont plébiscités et la VF textuelle en fait qui ne pose pas de problème et qui est vue comme une évidence en fait. Je pense que c'est ça c'est une hypothèse, mais je dirais plutôt ça. Petit tour de table rapide pour conclure ce podcast. Est-ce qu'il vous est arrivé, Vivien, Vincent, d'avoir des débats autour de la traduction où vraiment vous avez eu des envolées en mode ça c'est hyper important, tu vois, un débat qui vous a particulièrement marqué avec des auteurs ou quelque chose comme ça? Jamais? Non, jamais. Des débats politiques, tu vois, qui partent d'une traduction où tu fais non mais là il y a un vrai parfois des clashs ou je sais pas quoi, quelque chose qui pourrait montrer en fait l'importance de la traduction. Non, jamais, ça vous est jamais arrivé. Très bien. Alors je ça fait un bide, non, mais je suis sûr qu'il y en a, mais c'est juste que ça me vient pas en fait. Moi sur pour moi, il y a dans la traduction de jeu de rôle, il y a quand même une finalité très fonctionnelle, quoi, si tu veux. Que ce soit dans le background ou dans les règles, en fait, l'important c'est. Toi, t'es un fonctionnaliste. Comme dans le jeu de rôle, quoi. Ouais, je suis pas dans le jeu de rôle. Je suis dans le fonctionnaliste, enfin sur les deux gammes dont je m'occupe là, donc Vampire et 7e Mer. Pour moi, l'important c'est quand même qu'au final le message passe. On sache jouer au jeu au terme. Voilà, c'est ça, ouais. Et pas forcément être au plus proche du texte, quoi. Si tu veux. D'accord. Ouais. Mais après, donc du coup, parfois, tu as eu des débats avec des auteurs qui disaient non. Non, mais il faut traduire littérairement ce texte, machin truc. Non, mais après, j'en ai discuté avec les traducteurs, quoi. Si tu veux, après, je vais parce que moi, j'ai eu des débats. Donne-nous un exemple, tiens, vas-y. Moi, c'est juste que j'ai eu des. Alors, moi, c'est pas eu des débats de traduction parce que j'ai pas fait de traduction. Je suis pas compétent. Mais par contre, j'ai eu des débats, par exemple, avec Sébastien Sellerin,
de JDR Mag sur certains changements, par exemple dans des articles théoriques que je livrais, où il voulait faire changer le terme système par le terme dispositif. Ah ouais. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, ça court parfois quand le terme est employé. Le jour, j'ai reçu un petit message de Sébastien Sellerin en mode ah, c'est bien le mot dispositif. Finalement, tu vois, on s'envoie encore des petites piques sur ce débat. Ça a vraiment été un débat entre nous, tu vois, de est-ce qu'il faut utiliser le terme système ou dispositif pour partir d'une certaine forme de système. Aujourd'hui, tu vois, avec le recul, je me dis que Sébastien, il avait raison sur peut-être pas sur la solution, mais au moins sur le constat, qu'il y a un problème avec le terme système qui recoupe des choses beaucoup trop. Alors là, oui, c'est un mais tu vois, c'est une histoire d'un débat. Non mais en fait, un autre débat auquel je pense, c'est celui de toujours avec JDR Max, c'est celui de Thomas Munier, dont parlait Jérôme S la saison dernière sur joueuse. Est-ce qu'il faut utiliser après c'est words does matter, tu vois. Oui, voilà, si tu remplaces des mots. Ça vous est arrivé dans la traduction d'avoir des débats de ce type-là? Le truc, en fait, c'est pour moi dans la traduction, en fait, quand tu commences, tu sais, t'apprends. Au début, tu lis des bouquins et tout ça, et puis en tout cas, mon parcours, c'était un peu genre je lis de la fantasy, machin, et puis au bout d'un moment, je me dis bah tiens, l'anglais j'aime bien, je commence à lire de plus en plus, enfin à apprendre de plus en plus d'anglais. À un moment, je me dis bah tiens, je vais lire des bouquins en anglais. Donc là, j'en lis. Et puis du coup, il y a un moment où tu dis l'anglais c'est trop bien, les bouquins ils sont vachement mieux en anglais, le français c'est naze. En fait, et puis les traductions elles sont toutes nazes, je perds tout. Et puis bon, tu te dis au bout d'un moment, tu retravailles et tu fais ok, bon, c'est un petit peu différent, un peu pas la même chose quand même en réalité. Tu apprends à reprendre du recul à nouveau sur ton apprentissage et à voir que le jour c'est le jour où tu prends Baudelaire en anglais et tu dis ah ouais, la VO est vraiment ouais, c'est ça. Tu dis merde, mais qu'est-ce que je raconte? Mais voilà, et c'est là où on revient aux questions de choix, et tu pourrais presque imaginer, enfin dans l'idéal, tu pourrais presque imaginer finalement une traduction complètement différente et qui serait quand même intéressante. En poésie, typiquement, on dit que seul un poète peut traduire un poème. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est plus le même poème en réalité. Mais tu vois, c'est quelque part, j'adore sa vision du poème. Tu vois, tu pourrais dire j'adore la vision de Baudelaire de Poe, tu vois, mais tu peux pas dire j'adore Edgar Allan Poe. Bon. Maintenant, je suis un petit peu formaliste comme Vincent sur la traduction des règles aussi. Par exemple, là, tu parles de débat, je me suis un peu pris la tête sur légèrement, ça n'a pas duré longtemps, sur le kit de démo de RuneQuest, parce que je trouvais la traduction, pas nulle, mais un peu, voilà quoi. Un peu dur à lire, etc. Et donc après j'étais allé le dire, écoutez, ce serait pas mal de faire un effort sur la suivante, quoi. Ils m'ont dit ouais non ça va, puis tu sais c'est difficile de caser plein de règles dans un petit bouquin, et puis de toute façon il y a la FAQ là-bas. Ouais, d'accord. Bon là effectivement j'ai pas insisté, mais eu un débat, dans ma tête c'était un peu ouais mais non quoi, là concrètement le boulot du traducteur, c'est un moment, si c'est pas clair dans l'original, tu clarifies un peu, quoi, parce que là on n'est pas en train de parler de Baudelaire, on est en train de parler de machin qui essaye de faire passer un système de règles qui a quelque part. Alors du coup on touche un petit peu à l'idée que le système de règles c'est une espèce d'objet réel qu'on est censé transmettre, tu vois, mais il y a quelque part de ça quand même quand tu traduis des mécaniques. C'est là où moi ça me fait, j'adore vous écouter les traducteurs, parce que si tu veux ça déborde de théorie sans le dire. Ah oui. C'est-à-dire que quand tu dis oui il y a quand même l'idée qu'il y a un système machin, et bien en fait sûr. je regarde Romaric et ça me fait rire, parce qu'il y a cette idée de non mais on s'efface, mais en même temps on est chargé quoi, de nos concepts et de nos théories. En fait, les traductions sont chargées de la théorie des traducteurs, la théorie au sujet du langage et au sujet de l'objet. Anthropologique aussi. Au sujet de l'objet. En fait, quand je parle de théorie, je parle de théories qui sont explicites, aussi implicites en fait. Théorie du sens commun, etc. Mais donc là, il y a la double théorie. La théorie que tu as sur l'objet que tu essayes de traduire, la théorie que tu as sur la culture, et la théorie que tu as au sujet du langage. Et tout ça, en fait, influence vraiment c'est ce que, en fait, c'est pour ça qu'on parle de projet de traduction. Enfin, c'est Berman notamment, qui est une espèce de gros traductologue hyper important, qui parle de projet de traduction, de horizon du traducteur, tout à fait. Qui est l'horizon qui comprend tous les trucs, c'est impossible à détailler tellement il y en a, justement, tout ce que tu dis, quoi, quelque part. Ouais, c'est ça. Un truc qui me frappe devant la complexité... Excuse-moi Vincent, tu voulais parler? Vas-y. Un truc qui me frappe devant la complexité des éléments qu'on est en train d'évoquer, c'est la solitude du traducteur. C'est-à-dire que théoriquement, pour traduire un texte, il faudrait une collectivité de personnes, tu vois, il faudrait 5 ou 6 traducteurs qui discutent en permanence sur... Non, je pense que plus t'es nombreux, plus c'est le bordel aussi. Ouais, plus tu peux de temps à décider. Après,
Non, mais pour répondre à ta question tout à l'heure, je sais pas si moi je dirais que j'ai des débats, quoi. Parce qu'à un moment donné, tu vois, il y a aussi une question de décideur, quoi, si tu veux. Donc moi, tu vois, je travaille avec des traducteurs, je leur donne entre guillemets. Il n'y a pas de débat avec toi, c'est toi le chef. Non, mais entre guillemets, c'est ça. Mais ceci dit, j'attends quand même des traducteurs avec qui je travaille de pouvoir avoir une discussion avec eux, quoi, si tu veux. Si je leur donne une feuille de route qui est pourrie, j'attends aussi qu'ils me disent, toi, qu'ils me fassent remonter le fait que ça fonctionne pas pour telle et telle raison, quoi. Après, je peux dire, je m'en fous, on fait comme ça. Ou au contraire, on en discute, quoi, si tu veux. Mais par exemple, sur un des derniers jeux là, sur lequel il y a eu une traduction, l'une des consignes, par exemple, nous, qu'on a, c'est de limiter à un minimum du minimum les anglicismes, en fait, dans la traduction. Intéressant, ça. Et on a un jeu, là, actuellement, en cours de traduction, où il y a beaucoup de langage informatique, si tu veux. Et alors, le traducteur m'a fait remonter en disant bah ouais, mais le problème c'est que le langage informatique, en français, est-ce que je traduis bug, est-ce que je traduis, enfin tu vois, voilà. Et donc du coup, et là, tu on vas peut avoir des l'Académie discussions comme ça par rapport à ça, alors que tu vois, enfin ça m'intéresse pas aussi de travailler avec un traducteur qui dit on s'en fout, il paye, moi je suis ça. Je te parle pas des traductions pour Games Workshop où chaque engin existe en figurine et où les figurines ils ont décidé de tout mettre en anglais, donc du coup le Predator rencontra le Basilisque et t'as envie de dire j'ai envie de mettre Basilic, c'est tellement facile à mettre, quoi, merde. Et l'Executioner vainquit le Vanquisher. Mais c'est super intéressant justement de discuter. C'est vrai que c'est un travail super solitaire, quoi. Je veux dire, les traducteurs avec qui je bosse, je suis pas en discussion avec eux tous les jours. Moi, je vais dans des cafés, je me sens moins seul. Mais en tout cas, il y a des discussions intéressantes, quoi, ils ont aussi un retour à une expertise qu'il faut absolument pas négliger, quoi. Très bien. Très bien. Très très intéressant de vous écouter nous parler de tout ça. Merci Natacha, merci Valentin, merci Vincent, merci Vivien, merci Darky dans le public. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Salut. Et surtout, merci, bien. À bientôt. Bye bye.